septembre, je crois, samedi, dimanche, 22-23, pardon, merci James. 22-23, on va organiser, on est en plein débat sur l'appellation du week-end, un week-end de conférence sur le phénomène OVNI, en collaboration avec un ancien professeur de l'université de Toulouse qui s'appelle Yves Lignon, qui lui s'occupera essentiellement de la journée du samedi, avec des conférenciers comme Richard Nolan notamment, et des exposants avec des maisons d'édition normalement spécialisées dans les ovnis ou la science-fiction. Et puis le dimanche, ça sera la journée plus ovni avec nous, et des conférenciers qu'on va faire revenir sur des thèmes purement ufologiques et non plus de science-fiction. Là, par contre, l'entrée sera payante. Et je peux vous annoncer le prix déjà. Ça sera... Ah non, je ne peux pas vous annoncer le prix. Combien? Non, le prix de l'an dernier, c'était 5 €. Mais c'est possible que ça soit un tout petit peu plus cette année. Bon. Je pense que tout le monde... Ah oui, effectivement, tout le monde n'est pas revenu. Donc, on va attendre un petit peu. Quelques mots aussi pour parler de quelqu'un qui nous a quittés il y a 3 semaines, que beaucoup d'entre vous connaissez, puisqu'elle est venue faire des conférences chez nous, de Paris. C'était une universitaire parisienne qui s'appelait Geneviève Béduneau, qui est décédée il y a à peu près 3 semaines d'un arrêt cardiaque dans le métro parisien. Il était prévu qu'elle revienne aussi, mais voilà. Elle était venue très souvent ces dernières années. Oui, à Pérol, faire des conférences. Bon. Elle nous manquera. Hein. Tu l'avais hébergée. Non, c'est Corinne qui l'avait hébergée, tu l'avais voiturée. Vous avez bien aidé, une femme d'une grande intelligence avec beaucoup de cœur. Et un puits de savoir. Elle savait des choses absolument inimaginables pour moi. Et une annonce aussi, le mois prochain, la Ruole ne se tient pas à Montpellier, enfin à Pérol, puisque c'est tous les 2 mois. Et en juin, le 7 juin, ça sera donc à Nîmes. C'est dans un restaurant pareil, la salle du Haut, à côté du stade. Pas de problème de parking. Le 7... Je vérifie. Oui, c'est le 7, c'est le jeudi, oui. C'est pas le vendredi à Nîmes, c'est le jeudi. C'est le jeudi, parce que comme je disais, on est à côté du stade, et souvent le vendredi, il y a faute. Donc c'est pas la peine d'essayer d'y aller. Donc le jeudi 7 juin, j'y présenterai une conférence que j'ai déjà donnée ici, que vous avez peut-être vue, sur le dossier Manises. En fait, c'est à la fin des années 70 en Espagne. Des vols civils ont affaire à un ovni et l'aviation espagnole, un Mirage F1 en particulier, prend en chasse ces ovnis sans succès. Et c'est un dossier qui est extrêmement documenté puisqu'il y a plus de 150 pages de rapports qui ont été déclassifiés par l'armée de l'air espagnole. Il y a un journaliste à l'époque qui s'appelle toujours d'ailleurs Benitez, qui a fait un bouquin dans les 2 ans, il a sorti un bouquin sur le sujet, il a enquêté, il a rencontré les gens, et c'est un bouquin qui est sérieux. Hein. C'est un dossier extrêmement solide et toujours inexpliqué. Et passé cette première observation à Manises, il y a eu Manises à côté de Valence, il y en a eu d'autres. En fait, il y a eu 3 ou 4 autres sorties d'avions de chasse jusqu'à la fin du mois pour chasser des ovnis dans le ciel de Valence, de Manises. Donc si vous avez l'occasion, si ça vous intéresse, vous venez à la Piazza Papa à Nîmes. Même condition, on paye le restaurateur et la conférence est gratuite. Je vais céder la parole à Laurent. Et puis ensuite, vous aurez celui que vous attendez tous, qui est Henri. Moi, ça va être très court. On a monté un petit film pour résumer ce que l'on fait à l'association tout au long de l'année. Donc c'est un petit film de 6 minutes qui va vous retracer les différentes activités qu'il y a au sein de l'association. Et il y a un petit jeu.
Il y a une voix off, il faut la reconnaître. L'association Revit Languedoc, créée en 2003, est basée dans l'Hérault. Elle étudie et enquête sur les phénomènes aériens non identifiés du département, mais si besoin, dans toute l'Occitanie. Même si à l'approche des événements improbables, elle évolue dans la sphère ufologique avec prudence et raison. La sphère ufologique, c'est bien sûr le milieu ufologique, mais il y a aussi les sphères qui font tant parler d'elles quand l'obscurité s'installe ou quand le jour se lève. Le mystère existe, l'association relativise et sait garder ses distances. Le spectacle d'un ciel impénétrable ne parvient pas à la détourner de ses objectifs. Quels sont-ils ? Rechercher des témoignages d'observations aériennes ou terrestres inexpliquées, discerner le vrai du faux, démêler l'irrationnel de la cause naturelle, s'appuyer sur des bases solides avec une grande rigueur intellectuelle. Être à même de toucher du doigt l'inconcevable avec pragmatisme et méthode. Sillonner le terrain, rencontrer des témoins, procéder à des constatations, à des prélèvements ou à des états des lieux rigoureux. Solliciter le concours des administrations, des scientifiques, de la presse. Mais aussi organiser des veillées nocturnes pour guetter patiemment le phénomène tant attendu. Être disponible, à l'écoute des gens ou des médias, tendre l'oreille. Constater, acter, enregistrer, répertorier, afin d'alimenter la mémoire ufologique de ceux qui prendront le relais. Se réunir, faire le point, s'informer, mais aussi informer à travers des rencontres ufologiques mensuelles ou un congrès annuel que l'équipe organise dans l'Hérault et dans le Gard. Être présent sur les réseaux sociaux ou dans les groupements spécialisés. Éditer la revue trimestrielle Logosphère, riche en articles, enquêtes ou comptes rendus.
se déplacer sur des sites spécifiques ou sur des lieux au passé ufologique renommé. Parce que l'association OVNI Languedoc ne se limite pas au XXIe siècle, les ovnis sont dans l'histoire comme ils sont dans l'espace. Appréhender l'espace, c'est mieux appréhender la Terre et approcher différemment les phénomènes aériens inexpliqués. OVNI Languedoc collecte des témoignages et procède aux investigations qui en résultent. À travers ses rassemblements mensuels à Pérols et à Nîmes et son congrès annuel à Pérols, elle se préoccupe d'informer autour d'elle en toute objectivité, sans avancée de théorie ni d'opinion particulière. Il en est de même pour les conférenciers de talent qui participent à ces rendez-vous. S'en tenir aux faits, rien qu'aux faits, c'est la ligne de conduite des membres de l'association OVNI Languedoc. Voilà pour le petit film qu'on vous a concocté. Vous en savez un petit peu plus maintenant sur l'association, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir. C'est un film qu'on mettra sur les différents réseaux sociaux afin de se faire connaître un peu plus, parce qu'on manque, on a un petit peu de déficit à ce niveau-là. Donc on a mis tout en ordre cette année et en place pour que, au niveau de la communication, on essaye d'avoir une communication un petit peu plus aboutie et une vision 360 sur les différents réseaux sociaux. Voilà, je vais laisser la place à notre ami Henri pour la voix off. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu. Jean-Claude Bourré. Alors il nous a pas fait cet honneur. Il y a une petite piste, c'est un comédien qui a eu la gentillesse de nous prêter sa voix. Et Henri, voilà, merci. Il va vous... Bah oui, ils n'avaient pas entendu ma voix, ils ne pouvaient pas le dire. Voilà. Merci en tout cas à Laurent et à notre président Thierry pour cette introduction. On va procéder à une petite manipulation technique pour changer d'ordinateur, pour passer au mien. Et on va commencer ce petit exposé qui j'espère vous plaira. Ah, voilà notre feuille d'introduction. Très bien. Ce sont ces autres. Voilà, bien bonsoir tous. Merci à ceux que je connais et ceux que je ne connais pas. Enfin, je connais beaucoup de monde en fait. Donc ce sera d'autant plus facile pour moi de parler parce que quand on parle entre amis et famille, évidemment c'est plus facile que quand on parle à des inconnus. Donc il y a quelques inconnus. Je les remercie d'être venus aussi. Donc je vais vous parler de l'eau dans l'univers. Je vais essayer de rester debout, mais il faudra que je m'assieds de temps en temps pour manipuler. Au départ, je voulais faire une conférence sur l'Antarctique. J'avais proposé à l'association de faire ça sur l'Antarctique parce que sur l'Antarctique, question OVNI, il se passe pas mal de choses, effectivement. J'ai fait des petites recherches sur Internet. Au bout d'un quart d'heure, j'avais plus grand-chose à dire. J'avais plus grand-chose à dire parce que ça m'a pas paru très, très probant. Alors, beaucoup d'hypothèses, beaucoup d'affabulations quelquefois, pas toujours. Donc j'ai préféré laisser ce sujet de l'Antarctique, mais m'intéressant à l'Antarctique, je me suis trouvé à m'intéresser à l'eau, puisque l'Antarctique c'est de la glace, et que forcément, en parlant de l'Antarctique, on m'a parlé de l'eau,
Et là, le sujet m'a beaucoup plus intéressé et il était beaucoup plus vaste. Donc je me suis dit, eh ben, je vais me lancer dans ce sujet-là et on va voir si j'arrive à faire quelque chose d'une heure et demie avec ça, ou d'une heure et quart, ça fait à peu près le temps que nous allons passer ensemble. Pour tout vous dire, au bout d'une demi-heure, j'ai un peu pareil, j'ai un peu calé, donc je me suis dit, bon, bah, l'eau, source de vie dans l'univers, dans le titre, il y a marqué eau, il y a marqué vie, bon, bah, donc je parlerai de l'eau, puis je parlerai de la vie après. Donc c'est un peu en deux parties, si vous voulez. Un peu l'eau, un peu la vie, agrémenté de quelques anecdotes. Les anecdotes, c'est un petit peu pour détendre l'atmosphère de temps en temps, pour pas rester trop dans le, voilà, dans le scientifique ou dans le sérieux. Je vais passer par quelquefois des petites anecdotes. Alors, l'affiche, vous la connaissez tous, puisque elle était un peu diffusée partout, puis on la voit ici un peu. Pourquoi cette affiche? Elle mérite une petite explication. J'ai un cousin à qui j'ai parlé il y a peu de temps au téléphone qui me disait, mais la Terre s'appelle la Terre, elle devrait s'appeler l'eau, parce que quand on voit la Terre de loin, bon, on voit que de l'eau. Mais en réalité, non. Non, parce que la Terre, c'est ce que vous voyez là sur l'image, et puis l'eau, c'est le rond bleu. Qu'on le veuille ou non, c'est le rond bleu. Le rond bleu, c'est toute l'eau qu'il y a sur la Terre, c'est-à-dire pas beaucoup. Le rond bleu, je parle du gros rond bleu. Le gros rond bleu, c'est l'eau entière, c'est-à-dire les glaciers, les mers, les océans, les lacs, les nuages, l'eau qu'il y a dans les corps humains, enfin toute l'eau qu'il y a sur la Terre. Et puis nous apercevons qu'il y a un petit rond bleu à côté, tout petit. Un peu plus petit, je parle tout petit, il est encore plus petit. Le petit, le deuxième, alors lui c'est l'eau douce. Voilà, c'est-à-dire que sur la Terre, nous avons des lacs d'eau douce, nous avons des glaciers, nous avons des rivières souterraines. Bon ben voilà, c'est le deuxième rond que vous voyez ici, ben c'est l'eau douce. Alors, je vais me servir de mon pointeur, comme ça vous verrez de quoi on parle. J'ai besoin de venir sur ce petit point-là. Vous le voyez grand, mais moi je le vois tout petit, même presque pas sur mon ordinateur. Alors ça peut être quoi là? Puisqu'on a l'eau douce et qu'on a l'eau en général, ce petit point, ben, c'est quoi? Alors, c'est pas une devinette, hein, je vais vous le dire tout de suite, c'est l'eau potable en fait. L'eau potable. Ça veut dire que sur la Terre, il y a ce petit point-là d'eau potable. Alors en chiffres, je les ai ici. Voilà, ici on voit un peu plus facilement les trois points dont il s'agit. Je ne vais pas trop vous embêter avec des chiffres, mais enfin en chiffres on les a ici. Donc il y a 1,4 milliard de mètres cubes d'eau sur la Terre entière. Le petit rond que vous avez vu tout à l'heure représente 2,1%, c'est-à-dire que ça c'est l'eau douce, et 0,7% l'eau douce disponible. Voilà, c'est-à-dire l'eau potable. Chaque année, nous avons 400 000 km3 qui s'évaporent, qui vont dans les nuages et qui retombent en pluie ou en grêle ou en neige dans l'atmosphère. Et c'est noté ici, ça protège du rayonnement cosmique en plus du champ magnétique de la Terre. Parce qu'il faut vous dire que bon, la Terre a un champ magnétique, parce que le noyau de la Terre, il y a du métal en fusion. Ce métal en fusion provoque un champ magnétique autour de la Terre. Et l'atmosphère qu'il y a autour de la Terre, plus le champ magnétique, nous protège des rayons solaires. Ce qui fait que quand on regarde sur les croquis, mais ça je ne vais pas le faire maintenant, on s'aperçoit qu'il y a, si vous voulez, autour de la Terre, un genre de protection, voilà, qui empêche les rayons, sauf au pôle. C'est pour ça que on a j'aurais dû même le faire, parce que ce serait beaucoup plus clair. Enfin, on a deux excroissances de chaque côté des pôles qui protègent la Terre des rayons magnétiques, des rayons solaires, pardon. Et justement, c'est important de le savoir parce que sur la planète Mars, justement, il n'y a plus ça. Il n'y a plus parce que la Terre a toujours son noyau en fusion, alors que sur Mars, on va en parler, c'est un peu différent. Le noyau a refroidi et donc le noyau refroidissant, les rayons solaires ont fait évaporer l'atmosphère et plus d'atmosphère, plus d'eau, ou en tout cas très peu. Nous allons y revenir. Alors, on va faire un petit tour dans l'astronomie de notre système solaire. J'espère que ça ne sera pas trop rébarbatif. Quelques étoiles du système solaire, hein, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, parce que nous n'avons pas trop de temps d'une part, et puis parce qu'il y a des milliards d'étoiles, donc on va rester quand même sur les étoiles qui sont proches de nous. Ici, je vous parle de l'eau piégée dans les rochers. Alors pourquoi? Parce que j'ai mis cette coupe, parce qu'elle est très intéressante, et parce que cette coupe nous montre l'épaisseur de l'eau qu'il y a sur la Terre. Hein, comme vous pouvez voir, c'est
un simple vernis. Alors pour ceux qui ne croiraient pas tout à l'heure que la boule représentait l'eau, c'est comme si je prenais un plateau d'ici que je mettais un demi-verre d'eau dedans, j'arriverais à recouvrir le plateau entièrement d'eau, obligatoirement, avec le peu de quantité d'eau. Ben, c'est un petit peu la même chose, c'est comme un pot de peinture. Donc l'épaisseur de l'eau, vous voyez, n'est pas très importante. Alors évidemment, il y a des endroits où c'est plus important que d'autres, mais en moyenne, c'est pas très important. Et ce qui est intéressant de savoir, et c'est pour ça que je l'ai noté, c'est parce qu'il y a de l'eau qui est piégée dans les rochers, c'est-à-dire que dans la croûte terrestre ici, qui est en coupe, il y a de l'eau, il y a des rochers qui contiennent de l'eau. Et ils ne contiennent pas qu'un peu d'eau. Parce que, vous allez le voir dans le texte qui suit, si on prend ces rochers et qu'on les presse pour les rochers qui contiennent de l'eau, avec 1% des rochers qu'il y a dans le truc, alors 1%, ça fait à peu près, sur ce dessin-là, ça fait à peu près la moitié de la boule, on va dire, qu'il y a au centre, la moitié de la boule en métal. Eh bien, ces 1% de rochers pressés nous amènerait à avoir, voilà, c'est marqué ici, 3 fois la quantité des océans. C'est-à-dire qu'il y a encore beaucoup d'eau, si vous voulez, non seulement dans les océans, mais aussi à l'intérieur de la Terre. Voilà, donc c'est des études qui ont été... voilà, j'ai mis le nom des savants là, si ça vous intéresse, pour ceux qui ont calculé ça en modélisation en laboratoire. Alors, ça c'est un plan, voilà, qui fait partie des petites anecdotes dont je vous ai parlé. Moi j'aime beaucoup aller sur Google Earth, et il se trouve qu'en tournant la Terre à un moment, ben, on arrive à voir ce dessin-là, c'est-à-dire avoir une Terre complètement bleue, où il y a très peu de terre, hein, les terres sont là, mais c'est une image réelle de Google Earth. C'est pour ça que je dis, oui, effectivement, on devrait appeler la Terre l'eau, parce que ça parlerait plus pour ceux qui viennent de l'extérieur. Et je vais essayer maintenant de vous parler un petit peu, dans le courant de cet exposé, du rapport qu'il peut avoir, évidemment, avec la vie extraterrestre, puisque nous sommes une association quand même qui défendons la vie extraterrestre, enfin, ou qui recherchons, ou qui aimons, ou qui étudions, et donc il faut bien entendu qu'il y ait un petit rapport avec l'eau, et il y en a, vous allez voir, il y en a pas mal. Donc le système solaire, voilà. Le système solaire, c'est là que nous allons nous intéresser. Alors, on ne va pas parler, je vais vous montrer avec le pointeur ici, je vais vous montrer ici cette partie-là, ça c'est les astéroïdes, c'est ce qu'on appelle, voilà. Il y a ici donc toutes les planètes du système solaire, enfin quelques-unes en tout cas, jusqu'à la dernière. Les planètes ici les plus, alors je les mets avec le pointeur ici, Saturne, Jupiter, Uranus et Neptune sont des planètes gazeuses. Donc là, évidemment, pas beaucoup de chances de trouver de l'eau, mais bien que ce soit peut-être de la vapeur d'eau, enfin peu importe, en tout cas c'est des planètes gazeuses, il n'y a pas de sol, autrement dit. Par contre, ce sont des planètes qui ont des satellites, des lunes. Et sur ces lunes, nous allons voir la plupart des lunes de ces planètes-là. Bon, je vais m'arrêter à Saturne et Jupiter, ce sont les plus connus, les autres sont assez loin, possèdent des planètes avec de l'eau dessus. Donc on va y venir. Mais ce qui m'intéresse ici un peu, c'est la ceinture d'astéroïdes. La ceinture d'astéroïdes se trouve entre Mars, ici, que vous voyez, ici avec le pointeur, et Jupiter qui est là. Et entre Mars et Jupiter, il y a ce qu'on appelle la ceinture d'astéroïdes. C'est important qu'on en parle parce que peut-être tout à l'heure dans l'exposé, si j'ai le temps, je vous parlerai d'une théorie sur la ceinture d'astéroïdes, parce qu'elle est composée quand même, ressemble beaucoup à une étoile qui aurait explosé ou une planète qui aurait explosé. Et ce serait peut-être les déchets d'une planète existante qui n'existe plus maintenant, mais qui a laissé ici son champ de déchets tout autour et qui s'est mis en orbite autour du Soleil. Passons alors à la diapositive suivante avec le nom des planètes. Là, je vais vous faire ma première petite anecdote qui n'a pas trop rapport avec le sujet, mais elle est amusante, enfin je la trouve amusante et c'est pour ça que je vais vous en parler. Elle a beaucoup rapport avec mon approche des ovnis, parce que je m'intéresse à l'ufologie depuis que je suis très jeune. Et depuis que je suis très jeune, je me suis demandé comment je pourrais réagir, si vous voulez, devant une civilisation, si j'en rencontrais une. Donc je me suis fait mon petit film et je me suis dit, bon, quelle est la civilisation la plus éloignée de moi sur Terre? On va être né en Afrique du Nord, donc c'était pas l'Afrique, c'était pas les Orientaux, c'était pas les Américains, c'était pas les Européens, bon, il ne restait plus que l'Asie. Je me suis dit, l'Asie, c'est vraiment une civilisation qui est vraiment très loin de moi. Donc intéressons-nous à l'Asie, comme si c'était voilà, des extraterrestres, on va dire, si un jour je devais
Et dans l'Asie plus particulièrement, bon, il y a un peuple qui m'a plus particulièrement fasciné, c'est le Japon, depuis que je suis très jeune. Donc je me suis mis à apprendre le japonais. Alors, vous allez me dire quel rapport avec les planètes, etc. C'est pour ça que je vous dis que c'est un peu hors sujet, mais je me suis mis à apprendre le japonais. Bon, ça ressemble à ça, le japonais. Ça me paraît vraiment une langue extraterrestre, hein, enfin, bon, pour moi, c'est mon avis. En fait, là, c'est le chinois mélangé. Et j'ai commencé à apprendre le japonais par goût, et j'ai fréquenté des associations d'amitié franco-japonaise. Et lorsque je parlais un peu japonais, au tout début, je me baladais avec des japonais en soirée. Et il y a un japonais qui me dit en japonais, je commençais déjà un peu à comprendre, il me dit, tiens, il y a vendredi qui se lève. Je dis, vendredi, c'est quoi? Ben, vendredi, c'est Vénus. Ah, c'est le nom japonais pour dire Vénus. J'ai dit, tiens, c'est marrant, vous dites ça. Alors j'ai dit, mais alors jeudi, c'est quoi? Ben, il dit, c'est Jupiter. Ah, j'ai dit, mais tiens, alors du coup, je me suis dit, ben, je vais faire ça en français pour voir si ça marche. En passant, donc j'ai appris, si vous voulez, en japonais, le nom des planètes, assez facilement, puisque quand on apprend une langue, on apprend tout de suite les jours de la semaine. Donc j'étais content de savoir dire le nom des planètes en japonais. Voilà, c'était la petite anecdote en passant. Revenons-en à nos moutons, si on peut dire, avec notre système solaire et notre Terre, là, de nouveau, avec sa petite, vous voyez qu'elle n'est pas grande, hein, franchement, elle n'est pas très grande, cette bulle d'eau là. Hein. C'est pas très gros. Alors quand on regarde le satellite ici qui est à côté, c'est un satellite, Europa, c'est un satellite de Jupiter. Hein. Je vous en parlerai aussi. Mais simplement, ce qui est intéressant de savoir, c'est que la taille d'Europa par rapport à la taille de l'eau qui est dessus, comme vous voyez c'est déjà presque 4 fois plus que sur la Terre. Et quand on regarde Titan, qui est en dessous, qui est un satellite de Saturne, la taille de l'eau de Titan est la taille de la planète Europa. Donc sur Terre, on n'en a vraiment pas beaucoup. Vraiment pas beaucoup. Alors, je vous parle d'Europe parce que Europe, c'est un satellite de Jupiter. Alors, Jupiter a beaucoup de satellites, mais les 4 les plus connus, on a eu l'occasion de les voir au télescope il n'y a pas longtemps avec notre ami Laurent. Je ne sais pas si tu te rappelles. Quand on regarde Jupiter, même avec un petit télescope, on a 4 petits points comme ça qui sont alignés juste autour de Jupiter. Et donc ça s'appelle les satellites galiléens parce que c'est Galilée qui les a trouvés le premier avec sa petite lunette. En fait, on les voit très facilement. C'est Europa, Ganymède, Io et Callisto. Voilà, j'en connais d'autres, mais enfin c'est les 4 principaux, c'est ceux qu'on voit le mieux. Alors en ce qui concerne Io et Callisto, ils sont beaucoup de volcaniques, soufre, etc. On n'a pas de chance de trouver de l'eau dessus et encore moins de vie. Mais Europa, c'est un gros glaçon. C'est un gros glaçon et il y a à l'intérieur l'océan que vous voyez ici. Voilà la taille de photo d'Europa. Vous voyez, c'est un gros glaçon et là. On va faire un petit rapprochement sur Europa tout à l'heure plus loin, par rapport à le lac Vostok. Je en parlerai plus loin du lac Vostok, mais c'est un lac qui se trouve dans l'Antarctique et qui est un lac d'eau liquide qui se trouve sous la glace et qui n'a pas vu la lumière du jour depuis 20 ou 30 millions d'années. Donc on se trouve avec le lac Vostok un peu dans la même situation qu'avec Europa et son océan interne. Donc on extrapole un petit peu en se disant que si un jour on pouvait, et ça j'en reviendrai quand on parlera de lac Vostok, mais si un jour on pouvait explorer le lac Vostok et l'intérieur du lac Vostok et qu'on trouve des vies ou des organismes, ça pourrait donner une indication de ce qu'on pourrait trouver éventuellement sur Europa si on accédait au même mécanisme. Ganymède, voilà, Ganymède c'est un des 4 aussi de Saturne. Vous voyez, il y a un océan d'eau salée, hein, c'est bien marqué, voilà, il y a un océan d'eau salée à l'intérieur. Il y a des pôles avec du givrot polaire, mais ça c'est un peu le cas de toutes les planètes. Et donc là aussi il y a de l'eau. Donc je pourrais énumérer toutes les planètes du système solaire. Aujourd'hui on arrive à savoir, je ne savais pas avant, mais on arrive à savoir qu'il y a de l'eau presque partout. Voilà, donc, ici je vous montre des photos de Vénus par rapport à la Terre, pour vous montrer la quantité, enfin la taille de Vénus par rapport à la Terre. Et je vous montre aussi, en bas, la photo de Mercure. Alors Mercure, c'est intéressant parce que Mercure, c'est la planète, pour ceux qui connaissent, c'est la planète la plus proche du Soleil, hein, devant Vénus. Hein. Donc toute proche du Soleil, c'est celle théoriquement qui est la plus chaude, à 460 degrés, ou comme Vénus. Elle ne devrait pas avoir d'eau normalement. Elle en a. Elle en a parce que, comme c'est expliqué ici, je trouve que Mercure a un axe un petit peu comme la face classique de la Lune. Elle a un petit côté de rotation qui ne voit jamais le Soleil, qui reste toujours à l'ombre.
Et de ce fait, évidemment, la condensation se fait là. Et sur Mercure, donc aussi, nous avons de l'eau. Alors, tout ça pour vous dire que le système solaire est plein d'eau partout. Voilà. Encelade et Cassini. Cassini, c'est ce que vous voyez là, c'est une sonde qui est passée près d'Encelade. À l'origine, elle n'était pas prévue pour aller sur Encelade. Encelade, c'est un satellite de Saturne. Mais quand ils se sont aperçus qu'elle détectait des geysers comme ça qui sortaient de la planète, ils se sont dit, ça serait bien de faire un petit détour par là-bas pour essayer de ramasser de l'eau, pour essayer d'analyser cette eau. Pour voir. Maintenant, c'est pas une sonde qui a été prévue pour analyser de l'eau. Alors elle peut, avec son spectromètre, voir que si c'est de l'eau, si c'est du méthane, ou si c'est toute autre chose, mais elle n'a pas des microscopes pour aller voir dedans, c'est des microbes. Donc, elle a passé dans le... Voilà. Tout ça est expliqué là. Bon, c'est pas assez gros, c'est 500 km de diamètre. C'est de l'eau salée. Donc. Alors, l'eau salée ne gèle pas. L'eau salée, sur la Terre aussi, on dit qu'elle gèle pas, mais enfin, elle gèle quand même. L'eau salée gèle. On met du sel sur les routes, d'ailleurs, vous le savez, pour éviter que l'eau gèle. Le sel ne fait pas fondre l'eau comme on pourrait le croire. Le sel abaisse la température de glacification de l'eau. C'est-à-dire que l'eau qui normalement va geler à 0 degré, bon, avec du sel, elle atteindra moins 5, moins 6, moins 10 avant de geler. Donc ça permet, quand on est en hiver notamment, à 1 degré près, des fois on peut ne pas avoir d'eau gelée, de glaçons sur les routes. C'est pour ça qu'on emploie le sel. Voilà. Donc la sonde de Cassini a effectué en 2005 ses prélèvements dans les geysers. Et donc on a bien vu du dioxyde de carbone, l'ammoniac, de l'hydrogène. Voilà. Il est expliqué ici que l'anneau E de Saturne est de composition identique, puisque vous savez que les anneaux, Saturne a des anneaux, et il y a cet anneau, l'anneau E, qui est composé de exactement de la même composition que ceux qui sortent d'Encelade. Donc on pense que ces geysers d'Encelade se regroupent ici à l'anneau E. Cérès, oui, pardon. Pardon de te couper. Oui, je t'en prie. Qui a dit qu'il y avait peu de chances de trouver de la vie dans cette eau, dans les profondeurs d'Encelade, par manque de lumière? D'Europe, tu veux dire, ou d'Encelade? Ce que tu viens de... Encelade, ce que tu viens Encelade, de... ce qui est écrit. Mais c'est valable pour d'autres planètes. Ce qui est écrit là, oui. Non, c'est-à-dire que, ça... Parce que sur Terre, on connaît des tas d'endroits où il y a des micro-organismes. Bien sûr, et des organismes bien plus sûr. complexes qui vivent dans l'obscurité totale. Oui, alors quand tu dis quand on dit peu de chance, c'est-à-dire que voilà, on préfère s'attaquer à des endroits où il y a de la lumière pour chercher la vie plutôt que d'aller perdre son... Enfin, moi je pense que ce qui veut dire par là, c'est pas forcément que... Voilà, c'est pas forcément qu'il n'y en a pas, c'est que voilà, ça enlève des chances, on va dire. Non, mais à mon avis, c'est peu de chance, pas moins de plutôt un critère. peut-être pas peu de chance, moins de chance, peut-être qu'il aurait dû dire moins de chance. Ben là, c'est pas une phrase que j'ai écrite. S'il y avait de la photosynthèse. Voilà, moins de chance, peut-être. C'est ça le terme qu'il aurait dû employer. Cérès, donc Cérès, tout à l'heure je vous parlais de la ceinture d'astéroïdes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, cette ceinture qui se trouve entre Mars et Jupiter. Ben là, cette petite boule là, qui est un des plus gros astéroïdes qui tourne autour, qui émet 2 geysers en permanence. Voilà, 2 geysers aux 2 pôles, voilà, une planète naine, 2 geysers de vapeur d'eau. Alors évidemment, on n'ira pas voir parce que la planète est toute petite et puis que voilà, c'est un peu compliqué quand on n'a pas des missions qui sont prévues pour. Mais c'est intéressant parce que maintenant les missions vont de plus en plus loin et en s'approchant des fois dans des endroits où c'était pas prévu, on arrive à trouver des choses qu'on n'avait pas supposées, comme Pluton, comme Charon, comme on va voir tout à l'heure. Pluton, Charon, justement, je venais vous en parler. Il y a une sonde qui s'appelle New Horizon qui s'est projetée. Alors avant, moi, j'avais vu des photos de Pluton sur Internet. On voyait ça, c'était la taille d'un petit pois et la taille d'un petit pois et puis trouble. Et puis ça, c'était les meilleures photos qu'on pouvait avoir avec les meilleurs télescopes. Grâce à cette sonde de New Horizon, on arrive maintenant à avoir, vous voyez, une photo réelle. Hein. Ça, c'est une photo réelle, c'est pas une photo d'animation. Hein. La planète Charon ici, le satellite qui s'appelle Charon, qui se trouve à gauche de Pluton, son satellite, un des 4 ou 5 satellites. Il y en a un qui s'appelle l'Hydre, je crois, et j'ai oublié le nom des autres. Et donc, pour ce qui concerne Pluton et Charon, sont composés d'océans intérieurs. Alors eux, on pense que c'est du méthane, de l'eau. Alors pour Pluton, plus exactement, on pense que c'est de l'eau, ils appellent ça de l'eau visqueuse.
Alors c'est de l'eau visqueuse, pourquoi? Parce qu'elle est mélangée avec de la glace et probablement d'autres produits. Mais en fait c'est de l'eau, de la vraie eau, c'est pas du méthane. Et donc il y a un océan sous Pluton. Voilà. Alors donc, je dois vous parler maintenant du traité de l'espace. Donc vous pouvez lire si ça vous intéresse, mais je vous l'explique en même temps. En 1967, il a été décidé que, ça pose un gros problème d'ailleurs, parce que quand on est allé sur la Lune et autres, bah voilà, on n'a pas pu, à cause de ce traité de l'espace, théoriquement, il était interdit d'aller souiller toute source d'eau qu'on pouvait trouver quelque part. Alors, ça a été voté en 67 ici, justement parce que la mission lunaire était prévue pour juste après, 68. Et voilà, il est dit que si on trouve de l'eau quelque part, il ne faut surtout pas essayer d'en ramener, ou il ne faut surtout pas essayer d'y apporter quelque chose de peur de la contaminer. Alors, je ne sais pas, ce traité, je pense qu'il n'existe plus maintenant, parce qu'aujourd'hui, on se permet assez facilement de rentrer dans les geysers, comme vous avez vu tout à l'heure, etc. Mais bon, les sondes qui rentrent dans les geysers, que vous avez vu tout à l'heure, ben, elles rentrent dans les geysers, mais elles sont à des millions de kilomètres, et puis elles ne reviennent pas sur Terre. Donc, a priori, elles pourraient contaminer éventuellement, mais elles ne pourraient pas nous ramener de contamination. Voilà, c'est intéressant de savoir que ce traité de l'espace existait, parce que ce traité de l'espace, il s'est appliqué à l'espace, mais il s'est aussi appliqué à Vostok, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Alors je vais garder un petit peu de la planète Mars pour la fin. Ça c'est la calotte polaire de Mars. Alors la calotte polaire de Mars, elle est en photo ici. Vous voyez, alors c'est important qu'on voit qu'elle tourne un peu, parce que bon, vous verrez que c'est important de voir les choses tourner. Un peu plus loin, vous verrez que dans la vie tout tourne un peu. Je vous ai fait beaucoup d'exemples. La calotte donc, polaire de Mars, constituée elle d'eau. Alors probablement d'eau salée, hein, c'est ce qui est dit le plus souvent, de l'eau salée, c'est de la glace. Elle fait une profondeur ou une altitude, alors on ne sait pas, enfin moi j'ai lu un peu partout que c'était 3,8 km, c'est-à-dire c'est assez important, mais certains disent que c'est altitude de 3,8 et certains disent épaisseur de 3,8, hein, c'est quand même pas pareil. Hein. En tout cas, la glace est là, on la voit et elle est bien évidente. On voit aussi la température moyenne de Mars de 63 degrés, c'est important d'en parler parce que ce sont des températures, on va dire, à taille humaine, parce que 63 degrés, il arrive ici, comme on est ici en Antarctique ou en Arctique, on arrive fréquemment à ces températures-là. Nous avons les températures au pôle qui sont de 120 degrés en moyenne, des fois un peu plus pour le pôle sud. En tout cas, le pôle nord, il est à moins 50 degrés en été. Voilà. Et les 3,8 km, je viens de vous en parler. Ce qui est intéressant à savoir, c'est qu'il y a des zones tempérées sur Mars. Alors elles ne sont pas nombreuses, il faut qu'il y ait du soleil, il faut qu'elles soient orientées de certaines façons, mais enfin il y a des zones où il y a 15 degrés. Alors 15 degrés c'est tout à fait vivable hein, pour des humains, évidemment. Je ne dis pas qu'on est au stade de vivre sur Mars, mais voilà, c'est accueillant, on va dire. Par contre, l'atmosphère de Mars, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, elle a disparu avec le refroidissement de son noyau, donc l'atmosphère est partie, il y avait de l'eau, il y a eu de l'eau, c'est sûr, il y a des millions d'années. Mais là, aujourd'hui, il ne reste plus qu'1% d'atmosphère, c'est-à-dire très peu. Par rapport à la Terre, 1% par rapport à la Terre, si on comparait. Cette atmosphère est composée de dioxyde de carbone et de méthane. Alors, le méthane, c'est... je vous ai mis la formule du méthane parce que le méthane, c'est de l'hydrogène, H, et du carbone. Et le carbone, évidemment, c'est la vie. Donc, quand on a du carbone, quand on a de l'eau, voilà, il ne manque plus grand-chose pour que la vie apparaisse. Donc le méthane, c'est intéressant de l'avoir. Par contre, le méthane, c'est un métal qui gèle, qui devient liquide, pardon, qui est un gaz qui devient liquide à moins 66 degrés. Voilà. Donc ça veut dire que sur la température sur Mars, là, quand, dans l'atmosphère, etc., c'est actuellement en stade de vapeur, parce que si c'était en liquide, évidemment, ça serait très froid, et comme vous voyez, on est qu'à moins 63 degrés de moyenne. Voilà encore une photo de Mars qui a été prise donc, par la sonde Orbiteur. Alors cette sonde Orbiteur, elle s'appelle MRO. MRO, ça veut dire Mars Reconnaissance Orbiteur, parce que cette sonde elle est chargée de cartographier la planète Mars. Elle tourne autour de Mars depuis 2006. Donc ça fait déjà un bon moment qu'elle tourne et qu'elle prend des photos. Elle prend des photos très précises de Mars, hein. Toutes les photos qu'on voit maintenant de Mars viennent de la sonde Orbiteur.
prendre des photos de l'ordre de 40-50 cm de précision. Hein. Donc c'est très très précis. Ça veut dire que si vous voulez ici, ici vous voyez les traces de ruissellement de cette eau qu'on prétend avoir trouvée sur Mars, c'est un peu ça, enfin, c'est de l'eau salée qui sort des roches. Eh bien, la sonde orbiteur, elle arrive à mesurer, vous voyez au bout de la flèche, elle peut mesurer ici le temps, quelques mois après ou quelques semaines après, voilà, si ça a coulé, si ça a descendu, si ça n'a pas descendu. Donc ça permet quand même une surveillance bien précise de Mars. Voilà. Et une dernière photo de Mars, si vous voulez, voilà, où on voit, maintenant, vous voyez, là, on arrive à voir Mars avec des qualités aussi intéressantes qu'un drone sur la Terre, hein, puisqu'on arrive à voir les vallées, on arrive à voir tout ça assez nettement. Alors, la sonde orbiteur donc, tourne depuis 2006, mais il y a 4 satellites actuellement, dont je ne dirai pas les noms, mais il y a 4 satellites qui tournent actuellement autour de Mars. Hein, il y en a des milliers sur la Terre. Sur Mars, ils sont déjà 4. Et il faut savoir que il y avait une sonde, il y avait une sonde qui s'appelait Mars Climate Orbiter en 1999, c'est la sonde précédente, qui était chargée d'aller sur Mars pour mesurer le climat de Mars. Et elle s'est cassée la figure en 1999 en arrivant sur Mars. Et l'enquête a démontré, c'est anecdotique, c'est pour ça que j'en parle, qu'il y avait eu une erreur de calcul des ingénieurs qui avaient confondu, enfin qui n'avaient pas confondu, il y avait 2 équipes d'ingénieurs qui travaillaient sur le projet. Et il y en a une qui travaillait avec des mesures anglaises et l'autre qui travaillait le système métrique. Et donc forcément, quand elle est arrivée à destination, les mesures étaient fausses et elle s'est écrasée au lieu de se poser sur la planète. Alors je vous parle d'Orion parce que Orion c'est la... Alors il y a beaucoup de projets pour aller sur Mars. Parce que voilà, malheureusement j'aurais bien aimé beaucoup parler d'extraterrestres, etc. Mais je suis plutôt obligé de parler maintenant d'extraterriens, c'est-à-dire de nous qui allons essayer de devenir des extraterrestres par rapport à la Terre, d'aller essayer de coloniser. Donc il y a beaucoup de projets en cours. Le projet Orion le plus avancé, mais moi depuis que je suis très jeune, on me dit dans 2 ans il y aura sur Mars, dans 3 ans, dans 4 ans, et ça recule, et je ne vois jamais rien aller. Voilà, celui-ci c'est un des projets parmi d'autres. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour aller sur Mars, quand même, on va avoir besoin d'eau, parce qu'il faut bien que je revienne à mon sujet d'origine. Donc un être humain, vous le savez, on le sait tous, un être humain, ça consomme à peu près par jour entre 2 et 3 litres d'eau. Enfin, c'est ce qu'il a besoin pour vivre, un minimum. Donc en partant sur une mission comme Orion, par exemple, où on mettrait 2-3 personnes, s'il faudrait amener 3 litres d'eau par personne, 3 litres d'eau par personne pendant 6 mois, parce que pour aller sur Mars, il faut à peu près 6 mois, au jour d'aujourd'hui. Hein. Évidemment, on trouvera peut-être un moyen d'y aller différemment plus tard, mais aujourd'hui, il y a 500 millions de kilomètres, il faut 6 mois. Donc 3 personnes qui vont rester 6 mois, c'est-à-dire 180 jours, 3 litres d'eau par personne, je vous laisse faire le calcul, c'est énorme, on peut pas transporter autant d'eau. Et du fait qu'on ne peut pas transporter autant d'eau, il faut trouver la solution pour pouvoir amener l'eau nécessaire à la conquête spatiale, justement. Donc on emploie maintenant, on cherche des solutions alternatives. Alors dans ces solutions alternatives, il y en a une qui est un petit peu... Alors on voit ça dans les téléréalités maintenant et tout ça. Il y a boire ses urines. Voilà, parce que les urines, c'est de l'eau, voilà, quand c'est un petit peu, voilà, quand on rince le corps, l'eau ressort sale, on récupère la saleté et on revoit l'eau. C'est un peu le principe, on peut filtrer les urines, on peut filtrer la vapeur d'eau, la sueur qui s'évapore des corps, et on peut donc, grâce à ce stratagème, reboire indéfiniment, enfin pas indéfiniment, mais enfin en tout cas, reboire les urines, voilà, c'est pas pareil pour l'oxygène, on en parlera un peu plus loin tout à l'heure, parce qu'il y a un autre projet aussi pour récupérer l'oxygène. Je vais vous montrer aussi quelques petits films pour faire des pauses. C'est des films très courts, des films de 2 minutes à chaque fois. Premier petit film sur la photosynthèse.
Donc je vous fais pas le commentaire, c'est en anglais, hein, pour ceux qui ne comprennent pas. Alors vous voyez, on voit que l'oxygène apparaît dans le tube, donc il suffit d'étudier ces plantes, de les amener avec nous, et voilà, peut-être qu'on aura notre système, on récupère l'eau, voilà. Alors après, il y a aussi d'autres plantes, hein, je vais vous montrer, vous allez voir. C'est assez, le respirateur Triton. Alors le respirateur Triton, c'est toujours par rapport à l'eau. C'est une invention qui est en cours de développement, qui prétend pouvoir se passer de bouteilles pour pouvoir respirer dans l'eau. Alors on essaye de reproduire avec ce système les branchies des poissons. Et théoriquement, si ça fonctionne, on devrait respirer une quarantaine de minutes avec ce respirateur. Tout à l'heure, je vous expliquais pour l'histoire des urines. Quand on boit de l'eau, évidemment, quand on glace des urines, on récupère de l'eau. Bien, c'est un petit peu le principe de ce respirateur. C'est-à-dire que, moi, quand j'étais jeune, on m'a toujours dit que quand quelqu'un était électrocuté ou qu'il tombait dans les pommes, etc., qu'il fallait lui faire du bouche à bouche. Et donc, je me dis, mais moi, si je fais du bouche à bouche à quelqu'un, je vais lui souffler du gaz carbonique. Hein. J'ai toujours appris que quand on respire l'oxygène, et quand on soufflait du gaz carbonique. Mais on me dit, mais non, mais tu souffles pas du gaz carbonique, quand tu expires, tu expires 80 ou 90% d'oxygène. Là, j'ai pas le chiffre exact non plus, mais on expire beaucoup plus d'oxygène que le gaz carbonique. Ce qui fait qu'on peut très bien respirer plusieurs fois le même air. C'est pour ça que les gens, des fois, se respirent dans des sacs en plastique, vous avez vu, hein, quand ils ont des paniques. Eh bien, c'est un peu le même principe. Le principe de ce respirateur, c'est d'essayer de récupérer les airs l'air qu'on respire et le reproduire plusieurs fois de façon à le recycler. Là, je vous ai mis un petit film. Alors celui-là, je pense qu'il est parti, normalement. Ah non, lui c'est une erreur, excusez-moi, on n'en parle plus. Il est parti au mauvais moment, vous avez compris. Alors le lac Vostok. Le lac Vostok, on en parle un petit peu. Alors c'est pareil, j'ai pris mes informations sur internet, des fois c'est pas toujours très juste, mais en gros le lac Vostok se trouve sous l'Antarctique. Donc c'est amusant parce que quand j'ai préparé un peu ce diaporama, je suis allé chez Laurent qui m'a un peu aidé, et je vous remercie d'ailleurs Laurent, pour la mise en place, etc. Et il m'a dit, mais quand tu parles de lac comme ça, comme du lac Léman, du lac Vostok, parce que je vais parler du lac Léman un peu plus loin, pourquoi tu ne mets pas la photo du lac en présentation? Mais il se trouve que, bon, certains d'entre nous le savons, mais les autres pas, je l'ai dit tout à l'heure, le lac se trouve à 4 km sous la glace. Donc impossible de prendre une photo de ce lac. Quand on a découvert ce lac, évidemment, les Russes ont décidé, c'était en Antarctique, ont décidé d'aller vite voir s'ils pouvaient voir comment s'est passé dans ce lac et qu'est-ce qu'ils s'y trouvaient, s'il y avait de la vie, etc. D'autant plus que, comme je le dis tout à l'heure, le lac il est resté plusieurs millions d'années sans voir la lumière du jour, et donc forcément, c'est intéressant de savoir, surtout par rapport à la planète Europe, qui se trouve un peu dans la même situation, où on a un lac, enfin où on a de l'eau sous la côte. Donc ils ont décidé de forer ce lac, mais ça leur a pris quand même 20 ans. Il faut savoir que ça leur a pris 20 ans. Pourquoi ça leur a pris 20 ans? J'ai essayé de savoir pourquoi, c'est un peu compliqué. C'est un lac qui se trouve ici, vous voyez, là, vous voyez, la base Vostok se trouve ici, dans la partie de l'Antarctique qui appartient à la Russie. Soit dit en passant, l'Antarctique, voilà, deux mots sur l'Antarctique. L'Antarctique, ça fait 2 fois la taille de l'Europe à peu près. Et ça a été découpé un petit peu comme un gâteau, avec des tranches de gâteau. Et puis ici, on a la terre Adélie, ici, qui appartient à la France. Voilà, cette partie-là, qui appartient à la France. Voilà. Qui est la partie... voilà, je ne sais pas si vous la voyez sur le pancart en bas. Enfin, la France, ici. Okay. Voilà. Et donc, dans la partie russe, ici, nous avons le lac Vostok. Alors, le lac Vostok, il se trouve donc avec des températures, évidemment, en dessous de zéro. C'est très compliqué, c'est perdu au milieu de l'Antarctique. Il faut amener des foreuses, il faut amener de la technique, etc. Donc il faut du budget aussi pour creuser.
Donc ils ont mis 20 ans pour le faire, à raison de quelques centaines de mètres par année, peut-être plus, peut-être moins, bon an, mal an. Et ils sont arrivés donc au bout d'un moment à quelques mètres de la surface, enfin quelques dizaines de mètres de la surface, ils se sont arrêtés. Alors ils se sont arrêtés, je crois savoir qu'ils se sont arrêtés à cause du traité de l'espace, dont je vous parlais tout à l'heure, j'en suis pas sûr. Ça veut dire qu'ils se seraient arrêtés pour ne pas polluer justement le lac avec leur foreuse, etc. Ils ont trouvé un stratagème de refaire monter l'eau du lac dans le canal qu'ils ont creusé, parce qu'au fur et à mesure qu'on creuse un canal de 4 km, on y met évidemment des tubes pour pouvoir laisser le canal ouvert tout le temps, pour pas qu'il se referme. Et donc ils ont laissé, si vous voulez, les 40 ou 50 derniers mètres sans les creuser, en espérant que l'eau du lac, la pression d'eau, fasse monter l'eau dans les tubes. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs, l'eau est montée. Et quelques mois après, ils sont retournés creuser dans leurs tubes, ils ont récupéré des carottes d'eau qui étaient passées à travers, les derniers mètres. Et donc le résultat est pas très probant. Bon, ils n'ont pas trouvé malheureusement. Voilà. Je vous montre un peu le détail du lac. Donc le lac, on pense qu'il est liquide parce que vous voyez, il y a une petite géothermie à l'intérieur, c'est-à-dire soit un volcan, soit une activité volcanique un peu en dessous, qui fait que ce lac, bon voilà, cette partie-là est plus chaude et qu'elle a fait fondre la glace et qu'elle est restée prisonnière, si vous voulez, sous le. Mais il y a bien 3623 mètres de profondeur cette fois qui ont été forés pour atteindre ce lac. Donc bon, je vous laisse lire là si vous voulez, ce qui est expliqué que finalement ils ont trouvé presque quelques micro-organismes, et encore dans certains articles on dit que c'est même pas sûr que c'est pas nous qui les ayons apportés voilà, par mégarde. Donc ça aurait pu être pollué éventuellement. Mais en tout cas, bon, c'était intéressant voilà, de faire tout ça pour rien. Enfin, c'était intéressant parce qu'il fallait quand même aller voir comment ça pouvait se passer. On va passer maintenant, donc, toujours au Japon, on va revenir au Japon. Alors, au Japon, il y a un monsieur que j'ai rencontré, non pas physiquement parce que malheureusement décédé, mais qui est un savant qui s'intéressait à la mémoire de l'eau et qui a monté un petit musée ça, au Japon, donc on peut visiter, enfin c'est pas lui qui l'a monté, ce sont ses successeurs, parce que lui malheureusement décédé il y a peu, donc comme je vous l'ai dit. Mais son équipe a tenu à lui rendre hommage et a monté ce petit musée, donc on peut visiter avec des photos, les plus belles photos qu'il a prises. Et les photos de Masaru Emoto, bon je vais vous montrer d'abord Masaru Emoto en personne, et la photo, une des plus belles photos qui est de lui, qui est là. Voilà le cher Masaru. Et voilà derrière une photo d'un cristal d'eau. Moi je trouve que cette photo est surnaturelle parce que voilà, quand on dit que l'eau c'est de l'eau, on a tendance à mépriser, c'est pas grand chose. Non, moi je trouve que arriver à sortir un tel dessin, un tel cristal dans l'eau, ben, moi je trouve ça un petit peu. Voilà, c'est un peu grâce à ça que j'ai voulu faire la conférence sur l'eau, parce que je me suis dit là, c'est une forme pour moi d'intelligence, voilà, en quelque sorte. Parce que c'est trop structuré pour être. C'est trop structuré pour être un brouillon. Alors, le principe de Masaru Emoto, quand il travaillait sur l'eau, il a fait l'expérience longtemps pour y arriver. Il n'est pas arrivé comme ça. Hein. Il a travaillé sur beaucoup de formules d'eau, de l'eau des rivières, de l'eau des cascades, notamment au Japon, de l'eau de mer, etc. Et il est arrivé à faire ce cristal, mais il est arrivé à en faire beaucoup d'autres. Je vais vous montrer ici d'autres cristaux de Masaru. Et là, vous allez voir que l'eau, déjà, va prendre une autre dimension dans vos esprits, un peu comme elle a pris dans la mienne, peut-être. Si vous croyez un petit peu en quelque chose, parce que bon, il faut toujours être un peu rêveur hein, dans la vie. Moi, je vois, ce qui m'intéresse le plus dans ces cristaux, c'est celui-là. C'est celui qui parle ici de l'eau avant une prière et de l'eau après une prière. C'est-à-dire qu'on prend de l'eau naturelle et on prie et on fait une prière dessus. Et les Arabes vous diront pareil avec le Coran, ça marche aussi. Et on fait une prière sur l'eau et on reprend la même eau et on la réanalyse et qu'est-ce qui sort? Il sort un cristal. Donc je ne sais pas comment l'expliquer, c'est prouvé, ça arrive à chaque fois. Ça arrive avec la musique de Beethoven. Voilà ici, si vous voyez la musique de Beethoven à de l'eau, ben, ça fait un cristal aussi. Si vous mettez de la musique heavy metal, du hard rock, ben ça fait un cristal du tout, ça fait rien, ça fait une merde en quelque sorte.
Si on dit, si on dit à l'eau, alors c'est curieux, hein, évidemment, j'ai l'impression de partir dans le surnaturel, mais bon, ça a été prouvé. Bon, ça a été fait et refait, et c'est fait régulièrement au Japon. Si on dit à l'eau qu'on la déteste, qu'on prend une bouteille d'eau devant soi et qu'on lui dit tous les jours qu'on la déteste et que c'est de la merde et qu'elle est bonne à jeter aux égouts ou aux chiottes, ce qu'on veut, et qu'on la prend et qu'on l'analyse, ben, il va sortir un cristal comme ça. Et si on sort la même eau et qu'on lui dit qu'on l'aime, eh bien, il va sortir ce cristal-là. Et si on lui dit merci de me rafraîchir tous les jours, merci de me laver tous les jours, si on parle à l'eau et qu'on la remercie, ben, il sortira le Tankyu ici, que je n'arrive pas à choper, voilà. Ok. Voilà Masaru Emoto. Alors ça paraît incroyable, mais au Japon, il y a des équipes dans les écoles, il y a des jeunes dans les écoles qui se réunissent autour d'une bouteille d'eau. Le professeur leur montre l'eau au microscope, leur montre donc l'eau de la rivière. Hein. Et ils font une prière sur l'eau, ils chantent, voilà, ils travaillent avec l'eau, et puis quelques heures après, la même eau voilà, devient, comme par magie, les cristaux que vous voyez là. Alors ces travaux de Masaru Emoto sont presque rien par rapport à celui d'un autre savant dont on va parler après, qui s'est inspiré de ces travaux, qui est allé encore plus loin. C'est pour ça que, depuis tout à l'heure, je vous parle de l'eau, l'extraterrestre et tout, vous ne voyez pas trop le sujet de l'eau extraterrestre, pour l'instant on n'en a pas encore beaucoup parlé. Hein. Et d'ailleurs j'en parlerai pas parce que, voilà, le sujet c'est l'eau, la vie, donc je ne vais pas, en une heure, je ne peux pas aborder tous les sujets, mais vous verrez qu'il y a peut-être quand même un petit rapport avec ça, et la vie à l'extérieur, la vie extraterrestre, pas forcément intelligente, mais la vie à l'extérieur de la planète. Parce qu'il y a l'eau a une mémoire, et cette mémoire peut... voilà, je vais vous l'expliquer un peu plus loin, je ne veux pas trop... Oui. Ce que tu expliques là, ça serait pas plutôt par rapport aux vibrations de prière, oui, mais de la musique? Oui, c'est la vibration, bien sûr. Oui, voilà. Oui. C'est la vibration, mais comme je vais l'expliquer un peu plus loin, je n'ai pas voulu trop le dévoiler là, mais effectivement, c'est la vibration. C'est une vibration d'une voix qui fait une prière et la vibration d'une voix qui gueule, c'est pas la même fréquence. Encore un exemple avant de quitter le professeur Emoto, voilà, c'est des extraordinaires découvertes. Alors là, je vais vous parler, on va voir un petit film aussi là-dessus, de l'eau structurée, l'eau dynamisée, parce que bon, l'eau, on peut donc interagir dessus, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure. Voilà, on peut interagir en faisant des prières ou pas, ou de la musique, ou en faisant de l'eau dynamisée. Alors l'eau dynamisée, alors l'eau structurée, c'est un peu ça, c'est un peu en lui envoyant des vibrations, en lui parlant, etc. L'eau dynamisée, c'est différent. On prend une bouteille d'eau, on la met au soleil, et on la laisse au soleil pour qu'elle prenne un peu le rayon, voilà, pour qu'elle prenne un peu l'énergie de l'extérieur. Puis après, on la dans une bouteille en verre, hein, je vous le dis bien, pas de plastique. Et on fait tourner l'eau, on fait tourner la bouteille comme ça, on la fait tourner, de façon à ce qu'il y ait un vortex qui se fasse à l'intérieur, comme un lavabo qui se vide. Et donc l'eau s'aère, elle reprend de l'énergie, elle s'aère, on fait ça plusieurs fois. Et on appelle ça l'eau dynamisée. Donc, et cette eau dynamisée permet, notamment en agriculture, d'avoir de meilleurs résultats que l'eau qui n'est pas, voilà, l'eau classique. Donc je vous ai mis un petit film, vous allez voir un petit extrait. C'est des films très courts à chaque fois, hein, 2 minutes. Hein. Il n'y a pas de son, c'est juste pour vous montrer. Il y a un son, mais on n'entend pas. Oui, on n'entend pas. On comprend à peu près le sens du propos. C'est pas... Bon, en gros, je l'ai vu plusieurs fois, donc je peux vous dire que voilà, on explique qu'avec l'eau dynamisée, voilà, elle explique que les légumes poussent beaucoup plus vite et qu'ils sont beaucoup plus nutritifs. Je vais vous montrer des exemples de légumes dans la main là tout à l'heure. Vous allez voir, il y a une différence importante entre les légumes qui sont faits à l'eau dynamisée et les légumes normaux. Vous voyez, ils sont beaucoup plus mûrs et ils utilisent surtout 20% de moins d'eau. Voilà. Voilà, en gros, c'est tout ce que je voulais vous dire sur l'eau dynamisée. Est-ce qu'on a essayé de faire à la fois de l'eau dynamisée Et et structurée?
Probablement. Je ne me suis pas penché sur la question, mais ça a dû se faire. Bon. En tout cas, quel que soit ce qui a été fait, les expériences qui sont faites avec de l'eau normale et l'eau sur laquelle on agit donnent des résultats différents chaque fois. Là, j'ai trouvé la rose de Jéricho, c'est amusant, parce que j'ai trouvé ça amusant, donc ça fait partie des anecdotes aussi, mais c'est quand même intéressant de le voir. C'est un petit film très court. Oui, c'est un morceau de paille qu'on trouve en Palestine, on le ramasse, ça a l'air d'être une merde, comme j'ai dit tout à l'heure, une ordure. Et puis on lui met un peu d'eau dans l'écuelle, et puis on la laisse, vous voyez, on laisse agir l'eau, et là, comme par miracle, la vie apparaît, quoi. Voilà. Mais elle apparaît beaucoup plus que ça, vous allez voir, ça va faire une magnifique fleur à la fin. Et ça se fait quasiment en temps réel, parce que là, elle ne veut plus marcher. Ah ouais, on est reparti. Ouais, ouais. Un morceau de paille. Donc, oui, ça c'est pareil, pour coloniser, c'est bien aussi. Si on partait sur une planète un jour avec des graines de rose de Jéricho, voilà, on pourrait tout de suite arriver avec un peu d'eau à reproduire ça. Et c'est de l'eau normale, hein, c'est ni dynamisé ni structuré, de l'eau. Voilà. Vous voyez, c'est quand même... Pour voir les cristaux, la question, il faut un microscope. Ah, il faut un microscope. Ouais. Normal. Oui, je pense, oui. Oui, c'est des microscopes de laboratoire, puisqu'ils le font aux enfants à l'école. Hein, voilà, les propriétés de l'eau, alors c'est un peu rébarbatif, mais je suis quand même obligé de vous les dire, parce qu'il y en a beaucoup des propriétés. Il y en a beaucoup. Allez, on va partir déjà sur ce qu'il y a dans l'eau. Dans 18 grammes d'eau, c'est-à-dire un demi-verre d'eau, il y a autant de molécules que le nombre d'étoiles de l'univers. Ça c'est sûr, j'ai vérifié. J'ai vérifié plusieurs fois l'information parce que ça me paraissait un peu improbable, mais c'est vrai. Pour vous donner un autre exemple, le nombre d'étoiles dans l'univers, c'est le nombre de grains de sable qu'il y a sur la Terre, quoi. Si vous prenez une poignée de sable à la plage, vous voyez, voilà, c'est sur la Terre entière, le nombre de sable qu'il y a sur la Terre entière, c'est le nombre d'étoiles dans l'univers. Donc on a dans un verre d'eau quasiment pareil, en molécules. Ensuite, bon, on dit que l'eau gèle à 0 degré et qu'elle bout à 100 degrés. On est arrivé quand même en laboratoire à la tenir à moins 42 degrés sans qu'elle gèle. Alors probablement en la salant ou en y mettant un peu d'ammoniac ou d'autres choses, il y a des produits qui empêchent de geler. Et à plus de 180 sans qu'elle bout. Donc vous voyez, on peut quand même... ça c'est sur la Terre, c'est les conditions de l'eau sur la Terre. Mais sur les autres planètes, c'est pas du tout sûr que l'eau gèle à 0 degré ou qu'elle bout à 100 degrés. Ça, je vous ai mis ça parce que c'est amusant. Voilà, dans un embryon de 3 mois, qu'un bébé né, il y a 93% d'eau, quoi, et 85% chez un nouveau-né. Et nous-mêmes, alors je ne l'ai pas mis, mais nous, on est, je crois que chacun, enfin en moyenne, on a 42 kg, on est composé de 42 kg d'eau. Voilà, chacun d'entre nous. Et le cerveau, 85%, et le sang et les yeux, voilà, 83%. Ce que j'ai surtout trouvé amusant, c'est que bon, l'eau se renouvelle, ça, c'est marqué, tous les 5 trucs. Apparemment, tout notre eau s'évapore de notre corps en urine et en évaporation, et elle se renouvelle tous les 50 jours, donc c'est de nouveau 42 litres qui reviennent ici. Et le corps absorbe, c'est ça qui m'a paru. Alors j'ai fait l'expérience, je me suis pesé avant la douche, après la douche, je n'ai pas trouvé 1 kilo de plus. Donc peut-être que, pourtant il y avait même indiqué 1,5 litre d'eau sous la douche. On prenait 1,5 litre. Moi j'ai dit c'est pas possible 1,5 litre. Bon, donc j'ai fait le test et je me suis aperçu que non, finalement, ou alors peut-être qu'il fallait que je sois très sec, que je sois resté longtemps au soleil et que mon corps absorbe comme une éponge. Peut-être que là j'aurais pris 1 litre d'eau. A priori, voilà, c'est la moyenne de ce qu'un homme prend. Donc, pour aller sur Mars, c'est embêtant, ça fait encore 1 litre moins. Hein. Ah oui, c'était peut-être ça aussi. Hein. Voilà. Et puis le petit mot en bas que j'ai mis, c'est que je pense que nous venons plus de l'eau que du singe, puisque d'après tout ce que je vous ai dit, bien entendu, on s'aperçoit qu'on vient plus de l'eau que du singe. Voilà. Dernière capacité de l'eau importante, c'est pour ça que je lui ai mis une photo exprès pour l'expliquer, celle-là. C'est que l'eau est capable de couper, alors sous pression, avec une pression d'eau importante, on peut couper 80 mm d'épaisseur de métal. Voilà, il y a des machines qui coupent le métal, c'est-à-dire plus épais que la table ici, une plaque de métal plus épais que la table avec un jet d'eau sur. Voilà. Il y a un peu de sable mélangé dans l'eau quand même, mais on arrive à couper 8 cm. Donc voilà, les propriétés de l'eau quand même sont assez importantes.
Donc on la connaît en liquide, en solide, en gazeuse et en morphogénique. Il faut que je vous explique que morphogénique, c'est un peu donc l'eau qu'on a dans le corps. C'est-à-dire que c'est de l'eau qui est sous forme de gelée, on va dire. Et voilà, ce sont des couches, 4 à 5 couches de gelée. Alors le corps est composé donc alors, parce que l'eau que nous avons dans le corps, c'est pas de l'eau, c'est le corps. Hein. Donc elle est sous forme de gelée. Et c'est le quatrième état de l'eau, parce que tout le monde croit que c'est solide, liquide et gazeux, mais pas plus, et finalement il y a ça. Et puis une dernière anecdote, et puis après on va passer à un autre sujet, qui est le sujet de la vie dans l'univers. Eh bien, le son qui se propage 4 fois plus vite dans l'eau. Et ça c'est important de le savoir pour tout un tas de raisons, parce que moi j'étais persuadé que le son se propageait plus vite en l'air. Ben non, il se propage 4 fois plus vite dans l'eau que dans l'air. Et encore plus dans le métal. Alors que le métal est plus dense que l'eau, et c'est encore plus rapide. Voilà. Ça fait partie des mystères de la science. Le commandant Cousteau, c'est de la Terre. Oui, sûrement. Voilà, on y vient maintenant à nos vibrations. Ouais. Je vous parle maintenant du professeur Montagnier. Le professeur Montagnier, lui, donc, s'est intéressé, donc, il a repris les travaux d'un professeur, voilà le professeur Montagnier. Le professeur Montagnier, donc c'est quand même prix Nobel prix Nobel. C'est lui qui a co-découvert le virus du sida. Donc c'est pas un rigolo. Et il a repris, lui, les travaux de Masaru Emoto, en se disant, oui, cette histoire de cristaux qui changent comme ça, c'est intéressant, allons creuser un petit peu plus. Et il s'est aperçu qu'il y avait un autre professeur qui s'appelle le professeur Ben Evist, qui travaillait au CNRS, qui lui aussi était spécialiste qui avait un laboratoire au CNRS et qui avait trouvé un système pour... alors je vous expliquerai le système après, mais ça n'a pas plu du tout au CNRS apparemment, puisqu'il s'est fait virer. Ils l'ont mis au rebut, il lui restait 2-3 ans, pour finir sa carrière. Ils lui ont dit non, tu vas finir ta carrière dans un bungalow là-bas au fond du CNRS, et puis tu finiras tes travaux avec ton assistant là-bas si tu veux. Voilà. Bon, le gars a fini, il ne s'est pas suicidé, mais il a fini un peu. Mais le Montagnier s'est intéressé à ce bonhomme, qui s'appelait le professeur Beneviste. Il a repris ses travaux, plus les travaux de Masaru Emoto, et donc il a découvert quelque chose d'assez important, qui a rapport justement avec les vibrations. Alors qu'est-ce qu'il a découvert? Il s'est aperçu que, donc, comme il travaille beaucoup sur le sida, il s'est dit je vais mesurer les vibrations de l'eau avec le sida et sans le sida, pour vérifier le changement de vibration que ça va interférer. Donc il a pris, alors tout ça c'est en laboratoire, c'est pas fait aussi simplement que je le dis, mais je résume. Donc il a mis son éprouvette, il a mis de l'eau, et il a mis des molécules de sida dedans, des protéines de sida, et puis il a mélangé tout ça, et puis après il a divisé l'eau par deux. Il a mis de l'eau propre, il a envoyé la moitié à la poubelle, il a remis de l'eau propre. Il a remué, il a redivisé, il a refait 7 fois, c'est-à-dire qu'il a dilué le virus du sida dans l'eau, tellement il a dilué, que lui-même dit que ça représenterait une bouteille de pastis dans la Méditerranée. Donc il transportait une bouteille de pastis dans la Méditerranée et qu'après on goûte pour voir si la Méditerranée le goût de pastis. C'est un peu ce qu'il disait pour montrer, le niveau de dilution. Eh bien, il avait mesuré bien sûr au départ son eau avec son sida, il a mesuré donc après la dilution dont je parle, et il a retrouvé la même quantité. Il a retrouvé la même vibration, c'est-à-dire que l'eau avait gardé la mémoire du sida dans sa mémoire. L'eau avait gardé. Donc il s'est dit, cette vibration, alors là c'est déjà pas mal. Mais il s'est dit, cette vibration, je vais la retranscrire avec mon ordinateur, parce qu'une vibration, ça peut se traduire en formule numérique. 1, 0, 1, 0, 1, 0. Et la formule numérique va nous donner donc une formule correspondant à la vibration. Il a fait ça, il a contacté un laboratoire à 4000 km. C'était un laboratoire d'un ami à lui qui était à Milan, je crois. Et il lui a dit, voilà, ce que tu vas faire, tu vas prendre de l'eau, tu vas mettre des protéines dedans, des protéines vierges, et je vais t'envoyer, moi, un signal par mail, et avec ce signal, tu vas bombarder pendant 1 heure ou 2 ton eau, et tu vas mesurer pour voir qu'est-ce qui se passe dans ton éprouvette. Eh bien, figurez-vous que ce qui s'est passé, c'est qu'il a transporté par mail
le virus du sida d'un côté à l'autre. C'est le professeur Montagnier qui le dit. Moi, si c'était pas lui, j'aurais pas cru. J'ai dit c'est un farfelu, c'est pas vrai, c'est pas possible. Mais pourtant, c'est un peu ce qui s'est passé. Ils expliquent ici, voilà, le système. Alors, c'est une découverte très importante parce que ça veut dire qu'on peut, grâce à ce système, transporter peut-être des médicaments, par exemple. Parce que les médicaments, il y a des médicaments qui coûtent très cher à fabriquer, qui sont très chers à faire. Donc on peut très bien, si vous voulez mettre des médicaments dans de l'eau, calculer la fréquence et l'envoyer par email à un pays qui n'a pas le médicament et à ce moment-là se retrouver, grosso modo. Alors, c'est pour ça que souvent, quand on a des nouvelles comme ça, les industries pharmaceutiques ou les industries du pétrole pour les moteurs à eau, pour les voitures, tout ça, les enterrent parce qu'ils ne veulent pas avoir de concurrence sur leur truc. Donc le moteur à eau, c'est vrai qu'il y en a beaucoup des moteurs à eau qui existent. On sait les faire, ils sont brevetés et tout, mais ils sortent jamais. Et bien là, c'est un petit peu pareil. On pourrait théoriquement travailler un peu plus sérieusement sur le sujet. Voilà le professeur Montagnier. Donc 98% de l'ADN qui a été retrouvé dans le laboratoire italien. Alors là, je vous parle du vortex. Tout à l'heure, je vous parlais du vortex autour de la calotte de Mars. Donc, je vais vous en parler un peu du vortex parce que c'est amusant que j'ai retrouvé tout à fait par hasard au fur et à mesure de préparer cette petite exposé. J'ai retrouvé des vortex un peu partout. D'abord l'ADN qui a une forme de vortex. Bon. Alors chaque fois que je vois le mot ADN, je pense à Jimmy Guilleux. Parce que Jimmy Guilleux, avec qui j'allais aux conférences il y a très longtemps, et mon cousin, qui est là d'ailleurs. Et bon, alors c'est peut-être une plaisanterie, peu importe, mais il disait que le nom ADN venait d'Adonai. Adonai qui veut dire le nom de Dieu en hébreu. Et j'étais très proche d'Adonai ADN, évidemment, quand on était jeunes, ça nous a tout de suite accrochés en disant tiens, c'est vrai. Mais bon, c'est une plaisanterie, probablement, mais enfin en tout cas un hasard heureux. Mais pour revenir au vortex, voilà, l'ADN, c'est une forme un petit peu comme ça de spirale, hein, comme vous le voyez. Donc ça c'est un ADN stylisé, un vrai ADN. Et là maintenant on va passer un peu plus, voilà, à une autre forme de spirale, ça c'est des tornades, vous voyez, ça tourne pareil. Si on continue un peu notre affaire, on a ici des tourbillons, vous voyez, c'est toujours le même principe. Quand on continue, on a les galaxies. Donc le système de vortex, à mon avis, c'est un système qui est lié, voilà, c'est slow dynamisé dont je vous parlais tout à l'heure, qui est lié à la création de la vie. Probablement que, voilà, c'est tout tourne. Tornades, et même les coquillages, les plantes, voilà. On a toute forme de... Alors, notre ami Laurent, ici, quand il a vu cette diapositive, m'a parlé du nombre d'or, c'est pas le jour d'en parler parce que c'est un peu long et tout, mais effectivement, il existe une formule mathématique qu'on appelle le nombre d'or qui régit cette histoire de tornade et de spirale. Et même un trou noir, vous voyez, si vous voyez un trou noir un peu stylisé, ben c'est aussi une forme de tornade ou de tourbillon. Alors voilà, je vais être obligé maintenant de changer un peu de sujet. Bon, je vais un peu parler de l'eau, maintenant je vais vous parler un peu de la vie et de la création de la vie sur la Terre. Probablement liée à l'eau, hein, bien entendu, mais les chances, je vous expliquais tout à l'heure, à table tout à l'heure, les chances pour que la vie apparaisse sur la Terre, elles étaient minimes. Elles étaient minimes parce que l'inclinaison de la Terre, justement, si elle avait été inclinée un peu plus, un peu moins, ça ne marchait pas. Si la Terre était un peu plus ou un peu moins, je dis, et ça dans mon article, c'est de 2%, 3%, hein, je ne parle pas de grande distance. Ça n'aurait pas marché non plus. Donc on est arrivé au chiffre de 10 puissance 64 de chance pour que les conditions soient remplies, pour que la vie apparaisse. Alors 10 puissance 64, ça fait 65 chiffres, je crois, derrière le zéro. C'est quelque chose d'inimaginable. C'est comme tirer une flèche depuis le fin fond de l'univers et toucher le milieu d'une cible sur Terre, ou c'est lancer une boîte de dominos en l'air et que les dominos retombent alignés sur l'autre. Voilà. Ça peut peut-être arriver une fois, mais voilà. C'est comme ça que la vie est apparue. Alors c'est pas comme ça que la vie est apparue, mais c'est autant de chances qu'elle avait d'apparaître. Ici, je vous ai mis la photo d'une usine à gaz, justement, pour vous montrer qu'une usine à gaz, c'est rien comparé à la complexité de la vie. Quand on voit ça, on se dit... oui, c'est pas naturel, effectivement. C'est pas naturel, mais bon, ça ne nous étonne pas plus que ça. Voilà, c'est quelqu'un qui a fait ça un peu intelligent. Mais pourtant, la vie, la création de la vie, et ce qu'on a parlé tout à l'heure, beaucoup plus compliqué qu'une usine à gaz. Et là, ça ne nous étonne pas, ça nous paraît naturel. Voilà, il y a les cellules qui composent le corps sont composées de 100 trillions de cellules, chaque corps humain. Donc,
On pourrait aligner, donc, comme je le dis ici, 110 000 cellules sur la tête d'une épingle, et les informations contenues dans les cellules, d'un seul être humain ramené au format d'un livre, rempliraient 75 fois le canyon des États-Unis. C'est ce que je disais Bill Gates l'autre fois, il disait que la cellule humaine, c'est pire qu'un ordinateur, le plus puissant d'ordinateur qu'il y a sur la Terre. Non, il ne sait rien à côté de quelques cellules humaines. Voilà. Ici, je vous ai même mis une photo du moteur flagellaire. Alors, cette photo, alors, c'est un dessin, parce que j'ai la photo exacte, mais je préfère le mettre en dessin parce qu'il y a les couleurs. Moteur, c'est un moteur qui a 30 pièces, qui est tout petit, qui est tellement petit que vous n'allez même pas en venir quand je vous dire. Et c'est un moteur qui tourne donc, voilà. C'est un moteur qui tourne 100 000 rotations par minute pour véhiculer des bactéries, c'est-à-dire que c'est à l'échelle microscopique. On peut rentrer 8 millions de ces moteurs sur la tranche d'un cheveu, c'est-à-dire que ce que vous avez vu là, c'est des moteurs, 8 millions de moteurs sur la tranche d'un cheveu, c'est même pas imaginable. Donc je veux dire, on est dans le tout à l'heure on était dans l'infiniment grand, ben là maintenant on est dans le petit, quoi. Voilà. Et donc c'est 30 pièces, et si on en enlevait une seule, ben ça marcherait pas. Donc quelque part, je veux dire que c'est miraculeux, c'est divin, c'est ce qu'on veut, mais voilà. Là maintenant je veux vous parler de la Terre et de l'immunité de la Terre. La Terre a un système immunitaire. Ça veut dire que s'il n'y avait pas l'homme sur la Terre, ben la Terre se démerderait très bien sans nous. D'ailleurs, apparemment, la Terre cherche à se débarrasser à tout prix des humains, apparemment. Hein. On voit toutes les catastrophes qui arrivent. Je crois que la Terre cherche à se débarrasser de nous le plus vite possible. Donc je vous ai mis ici un petit film, vous allez voir, c'est éloquent. Vous allez voir qu'on n'est pas trop indispensable sur la Terre. Excusez-moi. Et si l'humanité venait à disparaître de notre planète? Une question intéressante que beaucoup d'entre nous nous posons. Imaginons ensemble quelles en seraient les conséquences. Quelques heures seulement après la disparition de l'humanité, les centrales électriques n'étant plus maintenues, les lumières tout autour du monde commenceront à s'éteindre. Après 48 heures, les centrales nucléaires passeront en mode sécurisé, avant de ne plus fonctionner à leur tour. Les panneaux solaires seront rapidement recouverts de poussière, ce qui les rendra juste inutiles. Seules certaines centrales hydroélectriques pourraient continuer à fonctionner durant plusieurs années. Après une dizaine de jours, les pompes de protection contre les eaux souterraines ne fonctionneront plus. Je vous traduis un petit peu parce que le son est un peu Les métros se faible. retrouveront donc inondés. Les animaux domestiques enfermés commenceront à mourir de faim et de soif, ainsi que des millions de poulets et de vaches et autres animaux de la ferme. Seuls les plus résistants réussiront à se faire un chemin et entrer dans une lutte impitoyable pour leur survie. Les grands chiens commenceront à traquer les plus petits pour se nourrir. Malheureusement, livrés à eux-mêmes dans le monde réel de la faune sauvage, ils seront les premiers à mourir. Un mois après notre disparition, les systèmes de refroidissement de nos centrales... Donc là c'est un mois après la disparition de l'homme sur la Terre. Les centrales commenceront à exploser une après l'autre puisqu'elles ne seront plus entretenues. Des millions d'animaux mourront du cancer. L'ensemble de la planète se remettra plutôt rapidement et facilement de la contamination radioactive. Un an après la disparition de l'humanité, d'étranges étoiles commenceront à tomber sur notre planète. De nombreux débris et dispositifs spatiaux ne sont plus gérés et surveillés par l'homme. Ces derniers finiront par s'écraser sur la Terre. Après 25 années d'inexistence humaine, la nature aura repris le contrôle sur de nombreuses installations terrestres. Les radiations créées par l'homme iront indéfiniment dans l'espace, l'air devenant ainsi beaucoup plus pur et la visibilité nettement meilleure. Des villes comme Las Vegas ou Dubaï se retrouveront enterrées sous le sable du désert. La nature reprend ses droits. Après 300 ans, par manque d'entretien, les installations métalliques... Vous voyez, il suffirait de 300 ans pour que tous les monuments et les installations de la Terre s'écroulent si on les entretenait. Ces années commenceront à s'effondrer. Et 300 ans, si vous voulez, c'est à l'échelle cosmique, c'est pas grand-chose. Occupés d'Amérique réapparaîtront, faisant ainsi le bonheur de nombreux animaux. Toute trace de l'humanité disparaît, et la nature ne cesse de reprendre sa place. Seules quelques installations de pierre, ou encore dans le désert, se dégradent beaucoup plus lentement par manque d'humidité. Nos déchets plastiques ne disparaîtront jamais. Ils finiront dans l'eau, déposés en sédiments. Après 50 millions d'années, toute trace de l'humanité aura définitivement disparu.
Et si la logique de l'évolution venait à faire apparaître une nouvelle civilisation sur notre planète, cette dernière ne se rendrait même pas compte de notre existence avant eux. La Terre sait se défendre. Voilà, alors ce qu'il est dit, la Terre sait se défendre, effectivement, la dernière phrase me paraît très importante. C'est-à-dire que 50 millions, c'est beaucoup, 50 millions d'années, c'est vrai, mais imaginons qu'il y ait une civilisation qui a vécu 50 millions d'années avant nous, on n'aurait jamais su, il n'aurait jamais su, et voilà. Donc ça peut être arrivé, alors j'extrapole un petit peu, hein, je reviens sur l'extraterrestre, un peu sur Mars. Si Mars avait connu, si vous voulez, il y a 50 millions d'années, une activité florissante avec des êtres intelligents, peut-être, peu importe, bon, on n'en saurait rien, on ne pourrait même pas le savoir, parce que même si on allait sur Mars, il n'y aurait plus aucune trace, comme sur la Terre d'ailleurs. Voilà, donc n'oublions pas que voilà, il faut être humble et que nous sommes tout petits. La preuve, c'est que, ouais, j'ai mis la photo du lac Léman, comme m'a demandé, là, cette fois je l'ai mis la photo. Et nous avons ce lac Léman, alors quel rapport avec le lac Léman? Eh ben, le rapport, il est le suivant. Vous voyez une photo de ce beau lac qui fait 154 mètres de profondeur, une longueur de 73 km, hein, pas plus loin que Montpellier-Béziers. Hein. Ben ce lac, voilà, je vous le montre ici un peu plus gros. Alors, vous voyez, il est là, hein, c'est pas très, voilà, pas trop gros. Je réduis encore un petit peu. Alors, on le voit presque plus, là, on le voit même plus. Hein, on voit même là, et puis si on réduit encore, voilà. Alors, pourquoi je vous montre le lac Léman et pourquoi je vous montre cette diapositive? Eh bien, c'est parce que il y a quelqu'un qui s'est amusé à calculer que si on mettait toute la population du monde, les 7 milliards d'habitants que nous sommes dans le lac Léman, se demander si on y rentrerait d'abord, parce que et puis qu'est-ce qui se passerait dans le lac. Voilà. Pourquoi il s'est amusé à faire ça, j'en sais rien, mais enfin il a trouvé que le lac devait entrer de 10 cm. Voilà ce qu'il a trouvé. Donc vous voyez qu'on n'est pas grand-chose sur la Terre. Hein. C'est pas nous qui allons faire du mal à la Terre. Moi je crois, je suis un peu écologiste dans l'âme effectivement, mais bon, je crois que la Terre se défend d'elle-même, c'est un peu le but du film que je vous ai montré tout à l'heure. On risque pas de lui faire grand mal, la Terre peut vivre sans nous. Les gens qui défendent la Terre, et c'est très bien de le faire, ils défendent plutôt l'espèce humaine que la Terre, parce que si on n'y était plus sur la Terre elle marcherait quand même, et ça ne poserait aucun problème. Alors les vers de terre, oui, la même chose, il a pris les vers de terre, il a dit, ben, les êtres humains dans le lac Léman c'est 10 cm, ben, combien les vers de terre? Les vers de terre c'est 10 mètres. Si on met tous les vers de terre, ça fera 10 mètres de profondeur, on va gagner 10 mètres de... Alors c'est amusant parce que Hubert Reeves, on n'a pas le truc d'en parler, mais il est en train de faire un petit scandale un peu sur internet en ce moment avec ces vers de terre, parce qu'il dit que les vers disparaissent de la terre à cause de la pollution, etc. C'est le cri d'alarme d'Hubert Reeves. On arrive à la fin de l'exposé, voilà, j'ai quelques petits hommages à faire, notamment Lavoisier, notre ami Lavoisier. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Lavoisier, c'est rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Hein, il y en a qui ne connaissent pas. Ah, le jeune notamment. Voilà. Et rien ne se perd, rien ne se crée, voilà, c'est un peu le but de ma conférence aujourd'hui, quoi. C'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, quoi. Un autre petit hommage à Pascal, le grand philosophe, avec son texte Les deux infinis. Donc Pascal nous décrit l'infiniment grand, l'infiniment petit, comme un peu moi tout à l'heure. Et puis ce qui est intéressant avec Pascal, c'est qu'il demande à quel niveau nous sommes. Et on aimerait bien le savoir. Parce que nous, dans l'échelle, à un moment, est-ce qu'on est dans le grand, dans le petit? Moi, je pense qu'on est plutôt dans le petit, parce que quand je vois l'éternité, enfin, l'immensité de l'univers, mais on n'est quand même pas descendu, on ne sait pas encore où on est descendu au niveau de la petitesse. Hein. Là, on est arrêté par les machines, un peu comme dans les télescopes de l'autre côté, mais on peut peut-être descendre encore beaucoup plus bas. Hein. Voilà, et un dernier petit mot, petit hommage à notre ami Steven Spielberg, que j'aime beaucoup. Alors pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est un ufologue convaincu comme nous. Il a fait beaucoup de films, il a fait E.T. notamment, le film E.T. Il a fait le film, évidemment, Rencontre du troisième type, qui relate une rencontre avec les extraterrestres. Il a produit beaucoup de films sur les extraterrestres, notamment Super 8. Et puis aussi un film sur les aventuriers de l'Arche perdue, qui est un film d'aventure, mais qui raconte quand même une histoire de l'Arche. Et alors l'Arche, je ne vous en parlerai pas maintenant, je vais vous garder ça pour la prochaine fois, mais je tiens mon sujet, si je refais une autre fois une petite conférence, ça sera sur l'Arche d'Alliance, parce que l'Arche, on a beaucoup de choses à dire dessus. Voilà, un petit... alors Google Earth, peut-être qu'on n'a pas trop le temps d'en parler, je ne sais pas, j'aime bien aller sur Google Earth, parce que je me suis dit que... Voilà, quelques minutes sur Google Earth, parce que je me suis dit que Google,
C'est un système qui permet de photographier la Terre un petit peu comme le satellite qui photographiait Mars tout à l'heure, à des échelles à l'échelle de 10 cm. Il arrive à savoir une plaque d'immatriculation d'une voiture. Et comment se fait-il que Google Earth n'a jamais photographié d'OVNI? Alors ça m'a toujours paru incroyable. Donc je suis allé rechercher Google Earth OVNI. Effectivement, il y a des OVNI sur Google Earth. Alors quel genre d'OVNI? Voilà, le genre d'OVNI qu'on a sur Google Earth. Alors quand on voit un peu plus, ça fait ça, vous voyez. Donc c'est pas des images d'OVNI que je vous montre aujourd'hui, hein, je vous l'avais dit. Mais bon, là c'est de la photo, c'est le toit d'un château d'eau. Le toit de château d'eau qui est en Roumanie, mais ça ressemble à un OVNI. Alors Google Earth, évidemment, le laisse et est content de le laisser. Par contre, quand c'est un vrai OVNI, et c'est arrivé que des internautes signalent sur Google Earth, à telle latitude, telle longitude, on a la photo d'un OVNI. Vous avez tout de suite regardé, 4 heures après, il n'y est plus. Hein, ils l'ont enlevé. Alors, bon, pourquoi ils font ça, je ne sais pas. C'est une, voilà, ça aussi, hein, c'est une antenne avec un mât, alors ça on le laisse. Mais les vrais OVNI, ils les enlèvent. Voilà. Tout ça, c'est des photos qui étaient sur Google Earth, qui étaient soi-disant sur Google Earth. Petit hommage à notre ami Neil Armstrong, qui était le premier extraterrien ou extraterrestre. Donc j'aime beaucoup, je me rappelle très bien, j'avais 14 ans quand c'est arrivé, ou 13 ans, je me suis levé dans la nuit pour le voir, contre l'avis de mes parents qui ne voulaient pas que je voie la télé, mais là, je me suis caché sous la table et j'ai vu Armstrong atterrir. Voilà, j'ai terminé avec ce petit exposé. Bon, il y avait un peu d'eau, il y avait beaucoup d'autres choses. J'espère que ça vous a plu. Et puis j'espère à une prochaine fois. Merci. On a un peu de temps pour des questions-réponses si vous voulez. Et donc, sur le même principe, tu parlais de la mémoire de l'eau. Donc, est-ce qu'on est capable, nous, de lire le passé de l'eau en décryptant les informations que contiendrait encore l'eau sur le passé de la Terre, de l'évolution de l'eau sur la Terre ou Alors, ce que je peux en dire, c'est que si on arrivait à récupérer de l'eau sur Mars, par exemple, parce que maintenant le traité de l'espace ne s'applique plus, on peut récupérer de l'eau sur Mars et on peut l'analyser. Et si on trouve dans cette eau sur Mars une forme de vie, qu'elle soit pas intelligente, parce que ça je ne crois pas, en tout cas dans l'approche galaxie, mais si on trouve dans une forme de microbienne, peu importe, et qu'on la compare à celle qu'on a trouvée sur Terre, et qu'on s'aperçoit qu'il y a une analogie entre les microbes qu'il y a sur Mars et les microbes qu'il y a sur la Terre. C'est une façon un peu de répondre à ta question, de trouver effectivement le passé, et de se dire à ce moment-là pourquoi nous-mêmes ne serions pas peut-être martiens à l'origine, et nous sommes, voilà, par exemple, ça expliquerait, parce que moi je ne crois pas que, vu que la vie a 50 000 formes, hein, on voit sur la Terre des oiseaux de toutes les couleurs, les insectes de toutes les formes, donc on se dit que sur la galaxie, s'il y a plusieurs formes de vie, ben, il y aura plusieurs formes d'espèces, de manières, et plusieurs formes de microbes. Mais si on arrive à trouver deux les mêmes, à deux endroits différents, à 57 millions de kilomètres, pas 500 millions, là ça voudra peut-être expliquer une origine de quelque chose. Par rapport aux travaux du professeur Montagnier. Montagnier, oui. Quand vous parliez des médicaments envoyés par mail, oui. Donc ça inclut le fait, ça touche directement la physique quantique évidemment, mais est-ce que du coup, qu'ils ont pu imaginer, c'est bête, mais une théorie, comme quoi on puisse du coup que les extraterrestres puissent voyager de cette façon, tout simplement. C'est un peu ce que je disais, c'est exactement quand je parlais avec Thierry, le président, il y a quelques semaines, en préparant, j'avais dit, mais j'ai peut-être trouvé la solution, les extraterrestres sont peut-être venus sur la Terre avec de l'eau, simplement avec des formules, et ils n'ont pas eu besoin forcément de vaisseaux compliqués, c'est simplement d'envoyer des vibrations dans l'espace sur de l'eau, et voilà, peut-être. Voilà, c'est un peu le but de la question, c'est ça? Oui. C'est une réflexion qu'on peut se faire. Après, bon, je ne dis pas que c'est comme ça que c'est arrivé, mais on peut pas s'empêcher d'y penser, effectivement. C'est plus abordable que les vaisseaux, comme... Oui. Il faut lire Revenir et Conscience, si ça vous intéresse. Il ne faut pas faire la confusion entre ce qu'on appelle, ce que benveniste appelle la mémoire de l'eau,
qui est un domaine encore très controversé, quand même, hein, il faut le dire. C'est une question qui n'a jamais été résolue, hein, jamais. Et ce que disait Laurent sur le fait qu'on puisse retrouver dans l'eau, disons, un certain historique des conditions de vie sur la Terre dans le passé. Ça, c'est dû au fait qu'on s'est trouvé dans l'eau, ou dans la glace, ou dans les roches, ou même dans des bulles d'air contenues dans la glace, des isotopes de gaz qui ont été emprisonnés là il y a un temps plus ou moins long, dans un passé plus ou moins lointain, et qu'on connaît la période de transformation de la radioactivité de ces isotopes. On sait que tel isotope de l'oxygène aura une demi-vie de tant de centaines de milliers d'années, par exemple. Tel isotope de l'uranium a une demi-vie de tant de millions d'années. Et c'est comme ça qu'on arrive à reconstituer l'histoire du milieu, non pas de l'eau elle-même ou de la Terre elle-même, mais des conditions atmosphériques, chimiques, physico-chimiques qui régnaient à cet endroit-là, sur la Terre, à un certain moment de l'histoire de la Terre. Mais on ne peut pas dire plus que ça. Ça n'a aucun rapport avec ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, telle que l'entend Benveniste et peut-être Montagnier, alors je donne une précision. Tu as dit qu'il était le découvreur du virus du sida, je dirais plutôt il est le co-découvreur du virus du sida, parce qu'il ne faut pas oublier Gallo, non plus. Hein. Alors ils se sont fait la guerre pendant des années, mais cette question n'est pas résolue, quoi qu'on ait pu en dire par ailleurs. Parce que forcément les Français, eux, ils ont dit ouais c'est Montagnier, les Américains ont dit c'est Gallo, mais la question n'est toujours pas tranchée, hein, je suis désolé. Enfin, ça c'est une parenthèse. Bon voilà, il ne faut pas faire la confusion entre ce qu'on appelle la mémoire de l'eau, selon Benveniste, et les mesures qui sont faites sur le temps de décomposition, de transformation des isotopes radioactifs de tel ou tel gaz contenu dans l'eau ou dans la glace. Voilà, c'est tout. Merci. Montagnier n'était pas seul dans son équipe, il y avait 2 femmes. Oui, en plus, il faut savoir que ça, on ne l'a jamais dit, mais ça, on arrive à le savoir lorsqu'on lit les bouquins adéquats. C'est que Montagnier et Gallo, à la fin des années 60, travaillaient au NIH, c'est-à-dire l'Institut national de la santé américain. Leur bureau était à 10 mètres, dans le même couloir, à 10 mètres l'un de l'autre. Hein. Et ça, on n'en parle jamais parce qu'on a peur que, surtout, on ne dise pas qu'ils auraient pu travailler ensemble sur des manipulations génétiques qui ont donné naissance au virus, au HIV. Voilà. Ça, c'est une grosse parenthèse, on y reviendra peut-être à un autre moment, mais ce sont des choses qu'il faut savoir et qu'en France, on ne dit pas. Parce qu'on a trop peur de réveiller des choses qu'on voulait garder enfouies dans le secret. Question ? Président. Merci. C'est l'eau. Tout à l'heure, tu as fait rapidement allusion aux moteurs à eau, au fait l'extrait des moteurs à eau. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, par exemple, quel serait le principe de fonctionnement Non, oui, enfin, j'ai survolé le sujet, parce que forcément, en regardant tous les articles sur l'eau, en préparant, j'ai vu tous les articles sur l'eau. Et il y a un moment, on parle de l'eau bénite, et à un moment, on parle de l'eau lourde, à un moment, on parle du moteur à eau. Enfin bon, il y a tellement de sujets que j'ai pas exploré. Et le moteur à eau, non, je ne m'y suis pas trop intéressé. J'ai vu que simplement, il y avait plusieurs brevets qui avaient été déposés depuis plusieurs années par plusieurs personnes. Mais qu'à chaque fois qu'un brevet était déposé, il tombait aux oubliettes ou il était racheté par une grosse boîte qui ne l'exploitait pas. Donc, après, le principe du moteur à eau, non, je ne le connais pas. Je ne me suis pas intéressé. Je pense que ça a un rapport à la vapeur, évidemment. Moi, c'est juste dernière, oui. C'est pas une question, mais c'est plus par rapport à ce que tu viens de dire. Oui.
Et c'est pas une question, oui, plutôt une remarque. Ce que tu disais par rapport à justement Europe et compagnie, moi ça me faisait penser à des films. Europa Report, c'est un petit budget qui est vraiment une mission d'exploration sur Europe. Ouais. Ce qui s'ensuit, un petit budget, mais que je trouvais excellent. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le conseille. Et du coup, récemment, il y a aussi un film, c'est Titan, où finalement ça se passe sur la Terre. D'ailleurs, c'est pas du tout une exploration sur Titan, mais c'est en vue d'aller sur Titan, des manipulations génétiques qu'on peut faire pour pouvoir peut-être s'adapter à un milieu autre que celui qu'on connaît nous sur Terre, pour pouvoir vivre sur Titan, comme on a dit, avec des conditions requises là-bas. Et du coup, ça me faisait aussi penser à la guerre des mondes, où les extraterrestres qui venaient sur la planète Terre, finalement, à la fin du film, je pense que vous l'avez tous vu. Hein. Oui. Voilà, à la fin du film, les extraterrestres, et même la version moderne, oui, c'est la même histoire. Les extraterrestres se faisaient détruire par les micro-organismes de l'eau, quoi. Hein, d'accord. Voilà. Juste petite référence cinématographique par rapport à l'eau. J'ai oublié de citer, j'avais prévu d'en parler un peu, donc j'en profite. Elon Musk, parce que Elon Musk, pour moi, qui est le nouveau Richard Branson, parce qu'à un moment, c'était le PDG de Virgin qui s'intéressait aux galaxies, etc., milliardaire anglais. Et là, maintenant, on a un petit jeune, quarantaine d'années quand même, qui s'appelle Elon Musk, et qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, a développé pas mal de choses, la voiture Tesla notamment, mais surtout la société SpaceX qui envoie des fusées pour la NASA, d'ailleurs en collaboration avec la NASA, et qui les fait revenir sur sa base. Bon, nous on connaît tout ça très bien. Mais je vais vous parler de lui parce qu'il a toujours des projets un peu visionnaires, et il a eu une idée concernant Mars. Il s'est aperçu que sur les calottes qu'on a vues tout à l'heure en photo, la calotte glaciaire de Mars, que s'il envoyait une bombe nucléaire dessus, il pourrait la faire fondre. Le fait de la faire fondre va les projeter dans l'espace de Mars de la poussière et de la vapeur d'eau qui créerait une atmosphère et pourrait faire venir Mars habitable assez rapidement. Parce qu'on connaît tous le principe de la terraforming, où on disait qu'il faudrait plusieurs années et plusieurs centaines d'années pour rendre Mars habitable en lui insufflant avec des méthodes de terraforming un peu compliquées, alors que lui il a trouvé radicalement la solution et il est très sérieux dans son projet. Je ne pense pas qu'il aura l'autorisation de le faire, parce que je ne sais pas qui c'est qui la donnera d'ailleurs. Mars appartient à qui, on ne sait pas. Mais voilà, c'est une idée qui théoriquement sur le papier peut tenir la route. À mon avis, ça serait une grosse blague. Ça serait une bêtise, oui, certes. Non, sérieusement. Hein. Non, mais je suis d'accord. Faire fondre la calotte glaciaire de Mars, la faire sauter avec une arme thermonucléaire, ça serait une grosse blague. En tout cas, c'est un projet qu'il a développé. Ça polluerait de radiation le peu d'atmosphère. Oui, à 57 millions de kilomètres, comme tu l'as rappelé. Oui, non, mais on peut envoyer une ogive thermonucléaire de 100 mégatonnes pour faire fondre la calotte polaire de Mars. L'une des deux, puisqu'elle a ou les deux, oui. Mais ça polluerait Ah ben l'idée c'est ça, c'est que ça pollue. L'idée c'est que ça fasse monter la poussière et que ça coupe les rayons solaires et que la planète se réchauffe. Oui, c'était l'idée, justement. D'accord, mais ce sont des radiations nucléaires. Il n'y a qu'à voir les problèmes qu'a créé Tchernobyl pour se dire que ça, il ne faut surtout pas le faire. Non, je suis d'accord. Et deuxièmement, les calottes polaires, comme sur Terre d'ailleurs, c'est une grosse masse de glace. Alors on sait que sur Mars, c'est de l'eau salée. C'est de l'eau et de la glace carbonique. Oui, carbonique. Il y a une couche de glace carbonique et en dessous, sous cette couche de glace carbonique, il y a de la glace d'eau. Ça représente une masse considérable. Et que si on détruit ces masses... Alors c'est 3,8 km de profondeur, enfin, je n'ai pas su le dire tout à l'heure, c'est 3,8 km de profondeur ou d'épaisseur c'est ça. Alors Mars est plus petite que la Terre, donc en comparaison on peut dire que en proportion les calottes de Mars représentent à peu près la même chose qu'elles le représentent sur la Terre, grosso modo. Bon, donc ça fait ça. Et que l'axe de rotation de la planète serait déséquilibré si on détruit les calottes polaires. Et si c'est
eau, si cette glace, cette eau de fonte de la glace se répandait partout, ce qui serait le but recherché. C'est ça. Mais on risquerait de bouleverser complètement l'équilibre de rotation de la planète sur elle-même et par là même sur sa révolution autour du Soleil. Et ça, c'est un problème encore plus grave même que les radiations nucléaires. Et moi, après, je m'intéresse beaucoup aux éclipses. Hein. D'ailleurs, j'aime bien voir les éclipses, partout où elles sont. Des fois, je vais voyager très loin pour les voir. Et je suis toujours frappé par la justement, tu parlais de modifier l'axe de rotation, etc. Mais je suis toujours frappé par la... Quand je regarde les cartes des éclipses, on me donne des éclipses à 50 ans, 60 ans, à la seconde près. Oui. Tellement c'est régulier. Moi, non, mais ce que je veux dire, c'est que je n'envisage pas qu'on puisse dérégler... dérégler le... On peut le faire, mais il ne faut pas le faire. Il faut pas le faire. On peut le faire. Ça, c'est dans une durée, dans un futur de, disons, 50, d'ici, entre dans 50 ans et la fin de ce siècle, on peut toujours déséquilibrer une planète entière. C'est à la portée de notre technologie. Mais c'est une énorme blague. Et pourtant, on ne rentre pas dans le lac Léman. Hein, oui, non, mais voilà, c'est une énorme blague. Il ne faut surtout pas faire ça. Alors qu'il y a d'autres moyens de terraformer Mars. Oui, mais ça prendrait des... Oui, mais ça, de toute façon, on sait que terraformer une planète comme Mars, ça prendra des décennies, sinon des siècles. Des siècles. On peut le faire en implantant des algues, voilà, parce qu'il y a de l'eau sur les calottes polaires, mais il y a surtout, probablement surtout de l'eau en profondeur sous les sols. C'est pour ça que quand tu prenais l'exemple du vaisseau Orion, oui, qui devrait emporter des tonnes et des dizaines de milliers de tonnes d'eau, on n'a pas besoin de faire ça parce qu'on se doute que l'eau, on la trouvera sur place. Pour le retour, oui, mais pour l'aller. Il suffira même pour l'aller. Il faudra en emporter un minimum, mais ensuite on pourrait exploiter celle qui se trouve sur place. Oui, bien sûr. Oui. En la purifiant, en la filtrant, en la cellule, voilà. Et ça, on compte là-dessus, parce qu'on a de bonnes raisons de penser qu'il y a des quantités phénoménales d'eau sous la surface du sol. Oui, je suis d'accord. Pour revenir à la solution de Musk, ça ne servirait à rien. Oui. Je ne suis pas aussi intelligent que lui. Non, mais c'est parce qu'il veut envoyer des... Lui, quand il parle d'envoyer des colons sur Mars, il parle d'envoyer 100 personnes à la fois. Oui, non, mais une colonie complète. Très bien. Ben écoutez, je crois que c'est l'heure de... Non, enfin, moi je pose des questions, on est à l'heure de rendre le local. Mais, merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Et...